Bonjour. Bonjour. Dans le reportage, il y a vos questions. Oui, oui, oui. Il y a vos questions. Oui, oui. Vous êtes un vrai pro, hein. Ouais. Bonsoir et bienvenue dans le monde merveilleux des affaires de l'État. Un an après le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est un numéro exceptionnel que nous vous proposons ce soir sur une question qui déchaîne les passions, l'impôt. Chaque président de la République a fait sa réforme fiscale. Pour Emmanuel Macron, ce sera la suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune, un symbole fort qui a frappé l'opinion publique. François Hollande, lui, a créé le CICE. Nicolas Sarkozy a boosté le CIR, le crédit impôt recherche. À droite comme à gauche, un objectif, relancer la croissance et créer des emplois. Mais ces dispositifs coûtent des milliards d'euros aux caisses de l'État, mais aussi à nous, les contribuables. Alors ces réformes de l'impôt sont-elles justes, sont-elles efficaces? On les a passées au crible. Qui profite de nos impôts? C'est une enquête de Sophie Roland et Julie Pichot. Comme nous, vous l'avez regardée, cette série. Elle a été diffusée en boucle pendant des semaines. La grogne contre la hausse du prix des carburants ne cesse d'enfler. Le premier épisode, c'est à l'automne 2018. Pour les taxes, pour tout, on se fait enculer de partout. Ça a débuté comme ça. On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord. Le nouveau symbole de la lutte sociale venait d'être inventé. Macron, rends le pognon que t'as donné aux riches. C'est une question de justice. C'est une question d'arrêter de donner qu'aux riches et de pas donner aux pauvres. Le président décide de reprendre la main. Quand la violence se déchaîne, la liberté cesse. Au début de tout cela, je n'oublie pas qu'il y a une colère. Mais je crois profondément que nous pouvons trouver une voie pour en sortir tous ensemble. Cette voie, c'est le grand débat. C'est ça le problème, c'est qu'on paye trop d'impôts. Les gens en ont assez. Payer 10 centimes de plus le carburant, si on sait que ça va à la transition énergétique, mais on ne sait pas du tout où va l'argent. Et je voudrais dire que moi, je ne refuse pas payer des impôts, mais les gens veulent surtout que ce soit juste. Cette révolte est évidemment bien plus qu'une série. Pour nous, c'est le début d'une enquête. Elles sortent tout droit du palais de l'Élysée. Chaque président de la République a façonné la sienne. Je crois à l'accorder. Pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Voilà ce que je propose. Il n'y a qu'une seule stratégie possible. Ce sont les grandes réformes de l'impôt. Depuis une décennie, elles visent tout à relancer la croissance, l'investissement et surtout l'emploi. Elles coûtent des milliards d'euros à nos finances publiques. Mais ont-elles un réel impact sur notre économie? Et sont-elles justes pour les contribuables? La transformation de l'ISF, l'impôt sur la fortune, c'était la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Celle qui lui a valu l'étiquette de président des riches. Car évidemment, c'est un joli cadeau fiscal pour les 100 Français les plus fortunés. C'est une économie d'1 600 000 euros, ce qui évidemment est une somme importante. L'objectif de la réforme, que l'argent ne reste pas dans la poche des plus fortunés, mais qu'il soit investi dans les entreprises. Alors, a-t-il ruisselé dans notre économie? Nous avons cherché à savoir ce que les premiers de cordée avaient fait de ce cadeau fiscal. On a tenté de les interroger, rencontrer ceux qui gèrent leur patrimoine. Ils n'ont pas réinvesti dans l'économie productive. Par contre, ils ont consommé, oui, ils ont consommé massivement. Et j'ai tout à fait vu des gens qui ont arrêté d'être radins.
Et les grandes fortunes parties à l'étranger sont-elles rentrées en France? On interroge chaque année à peu près 700 personnes. Je n'ai rencontré personne, justement, qui soit revenu en France. Mais alors à quoi a servi cette réforme de l'ISF, qui pourrait coûter plus de 14 milliards d'euros aux finances publiques d'ici 2020? Nous avons posé la question au ministre des Comptes publics. On ne baisse pas les impôts pour le plaisir de baisser les impôts. On baisse les impôts parce que ça relance la consommation. Il y a un dispositif fiscal qui a coûté beaucoup plus cher aux caisses de l'État. C'est le CICE, le Crédit Impôt Compétitivité Emploi. 100 milliards d'euros depuis 2013. 2 fois le budget de l'éducation nationale. Cette mesure, c'est l'idée de François Hollande. Il fallait une mesure qui soit dirigée vers les entreprises. Merci. L'ancien président voulait booster l'économie. Mais au final, combien d'emplois ont été créés? Nous vous révélerons le dernier bilan du CICE. Et nous vous raconterons aussi comment le dispositif a été financé. Vous vous souvenez de la taxe carbone? Celle qui a mis le feu aux poudres et que vous payez quand vous passez à la pompe. Eh bien, elle a été imaginée pour financer le CICE et pas l'écologie. Dans l'histoire, l'écologie n'était qu'instrumentalisée. Le CICE vient d'être supprimé. Mais il y a un dispositif qui résiste à tous les changements politiques, qui est devenu une sorte de sanctuaire fiscal. C'est le Crédit Impôt Recherche. Censé doper la recherche privée, le CIR est protégé par tous les gouvernements. Le Crédit Impôt Recherche sera pérennisé. Il n'est pas question que nous le changeons. Pas question de toucher au CIR. Quand un rapport parlementaire le critique, il passe à la broyeuse. En fait, le rapport, c'est comme s'il n'avait pas existé. Ça, c'est assez sidérant. Ce rapport qui a été broyé, Vous l'avez. on l'a. On en a récupéré un exemplaire. Allez, suivez-nous dans les cuisines de l'impôt. On va vous raconter les recettes fiscales de nos présidents. On vous le promet, c'est savoureux. Quoique parfois, un peu amer. Notre enquête commence dans une ville populaire de l'Est de Paris, à Créteil. On s'invite à la MJC, la Maison des Jeunes, entre l'atelier harmonica et le cours d'aïkido. On va participer à l'un des 10 000 grands débats sur la fiscalité organisés partout en France. Il faut que l'impôt sur le revenu devra être différencié selon les territoires. Parce que, comme dans les dîners de famille, on s'engueule. S'il n'y a pas de sanction, on se coupe la parole. On se plaint beaucoup. Putain, vas-y, fais chier, on paye trop d'impôts. Bien sûr, on parle impôt sur le revenu. Mais aussi fiscalité des entreprises, taxe carbone. Et puis surtout, de la réforme d'Emmanuel Macron. L'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Quand on demande l'avis des participants, personne n'est d'accord. Non, je vous embête pas plus, c'est bon. Non, mais je vais embêter monsieur. Quand vous avez entendu cette mesure qui a été annoncée, suppression de l'ISF, vous avez pensé quoi? Moi, je me suis dit, c'est un cadeau de Macron aux plus riches, quoi. C'est un cadeau de banquier. C'est ça que je me suis dit. C'est un signal pour dire, écoutez les gars, j'ai fait quelque chose pour vous. Bon, les yachts, allez-y, lâchez-vous. Les voitures de sport, c'est bon. La suppression de l'ISF, c'est une chose qui a de bonnes chances de relancer des investissements dans le pays. Donc vous y croyez? Moi, je n'y crois pas du tout parce que les grandes entreprises privées n'ont de cesse de délocaliser leurs bénéfices vers des paradis fiscaux. Moi, je trouve que ça serait un signe extrêmement intéressant et porteur de rétablir l'ISF. Il faut rétablir l'ISF? Non,
Non, non, parce qu'on ne peut pas faire ping-pong, ping-pong, ping-pong. Voilà. D'accord, t'es pas sérieux? Ah bah ça c'est sûr, hein, elle a raison la dame. L'ISF c'est la partie de ping-pong la plus longue de l'histoire. L'échange commence en 1981. Au service, François Mitterrand. Il va lancer l'IGF, l'impôt sur les grandes fortunes. Mais en 1986, en pleine cohabitation, son Premier ministre Jacques Chirac le supprime. 3 ans plus tard, avec Michel Rocard, la gauche relance la partie et crée le fameux ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. « 2007, très belle amortie de Nicolas Sarkozy qui allège cet impôt. En 2012, François Hollande tente un coup incroyable pour augmenter l'ISF à un niveau jamais égalé, mais c'est raté. Le Conseil constitutionnel refuse le point. En 2017, un petit nouveau relance le match. Allez, on se replonge dans la dernière campagne présidentielle. À l'époque, le candidat Emmanuel Macron promet de réformer l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. J'ai proposé de supprimer toute la part de l'ISF qui concerne la taxation de l'investissement, de l'enrichissement dans une entreprise, du cash, etc., pour ne garder, sans en rien changer des règles actuelles, la partie immobilière. Parce que l'immobilier, c'est des choix personnels. On ne finance pas l'économie avec l'immobilier. Vous avez pigé l'idée? Pour être plus clair, on va vous expliquer ce qu'Emmanuel Macron a en tête. Allez, rêvez un peu. Imaginez que vous ayez un patrimoine supérieur à 1,3 million d'euros. Jusque-là, vous deviez déclarer aux impôts la valeur de ce patrimoine. D'abord, vos biens immobiliers. Maison, appartement, terrain... C'est l'argent qui dort. Vous deviez aussi déclarer l'argent qui ne dort pas. Votre patrimoine financier, comme votre compte courant, vos actions ou votre assurance vie. Avec Emmanuel Macron, le patrimoine financier sort de l'ISF. Du coup, l'ISF devient l'IFI, un simple impôt sur la fortune immobilière. C'est sûr, les bouchons de champagne ont dû sauter chez les plus riches. Car cette réforme, c'est une belle économie d'impôts. Bon, l'idée, c'est pas qu'ils en profitent pour faire des folies. Non. C'est qu'ils investissent leur argent dans les entreprises pour relancer l'économie. Afin de les encourager à investir davantage, Emmanuel Macron a mis en place une autre réforme fiscale. Vous en avez moins entendu parler, c'est normal. Il l'a surtout évoqué en petit comité. Les règles du jeu sont très simples. Vous avez devant vous une belle assemblée de chefs d'entreprise. C'était pendant la campagne électorale. Ce jour-là, le candidat est invité à un débat avec des patrons de PME. Dans mon projet, je porte une réforme de la fiscalité du capital. Et pour simplifier les choses, je propose une flat tax à 30% social inclus sur la fiscalité de tous les flux de capitaux. La quoi? La flat tax? Vous trouvez ça plus simple, vous? Bon, au départ, nous non plus, on n'a rien compris. On vous explique. Emmanuel Macron veut moins taxer les revenus financiers. C'est-à-dire les dividendes, les intérêts des placements ou encore les plus-values. Avant, ces revenus étaient taxés pour les plus riches jusqu'à 58%. Désormais, c'est 30%. Le même taux pour tout le monde. Ça fait encore une sacrée baisse. Cette taxe, il va l'appeler PFU, prélèvement forfaitaire unique. Pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Et il ne faut pas être jaloux d'eux. Il faut dire c'est formidable. Et puis, il faut même les soutenir. Grâce à ces 2 mesures fiscales, Emmanuel Macron aide les premiers de cordée. Je crois à la cordée.
Il y a des femmes et des hommes qui réussissent dans la société. Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. Et pour éviter la dégringolade de toute la cordée, le président mise donc sur les plus riches et décide de leur faire confiance. 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 Emmanuel Macron a-t-il eu raison de faire confiance aux plus riches? Ont-ils réinvesti leur argent dans l'économie? Pour le savoir, nous avons décidé d'aller les rencontrer. Ce fut compliqué. Par téléphone, nous avons sollicité plusieurs patrons français. Voici ce qu'ils ont répondu. Non, je préfère pas m'exprimer là-dessus. Bon, et pourquoi? C'est une raison personnelle, je ne peux pas m'exprimer sur ce sujet. Et s'il vous plaît, oubliez mon numéro de téléphone. Par mail, ça n'a pas été plus probant. Mon agenda est particulièrement chargé. Par ailleurs, les réformes fiscales ne sont pas un sujet prioritaire pour moi. Monsieur F n'est pas disponible et ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet. Alors, nous allons nous inviter à un grand rendez-vous où nous sommes sûrs de les trouver. Ce week-end, des grands patrons sont conviés à un séminaire sur le thème « Renouer avec la confiance ». Ça tombe bien, non? Il y a du beau monde, des dirigeants du CAC 40 et même le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. À Aix-en-Provence, on file à l'université. Sur le campus, ambiance start-up. Étudiants, économistes, entrepreneurs sont venus échanger, discuter et surtout renouer avec la confiance. La salle est pleine à craquer. On a quand même réussi à se trouver une petite place. Ce que je vais dire a l'air d'être un lieu commun. À la tribune, des PDG comme celui de Carrefour. Que nous sommes dans une compétition mondiale. Je n'utilise pas le... Mais aussi le premier d'entre eux, le patron du MEDEF. En France, 78% des Français ont l'impression de vivre dans une société inégale, alors que c'est le cas simplement de 57% des Américains. On va tenter de les approcher. A priori, ça ne va pas être simple. Coup de chance. On nous laisse passer. Emmanuel Macron vous a accordé la confiance, transformant l'ISF en IFI et aussi en mettant en place le PFU. Vous avez économisé des impôts. Ça représente une somme de combien pour vous à titre personnel et combien vous avez investi? Je ne peux sûrement pas vous répondre, parce que ça ne vous regarde pas, premièrement. Le secret fiscal, ça existe. Quand vous parlez de mon patrimoine, il suffit de payer l'ISF, c'est pareil. Et pourquoi? On va parler de nos investissements comme ça. C'est dommage. Les grands patrons ne plaisantent pas avec le secret fiscal. Allez, dernière tentative. Pardon. Faut se frayer un chemin. Nous, on aimerait bien parler au monsieur à lunettes. C'est le PDG d'Air Liquide. L'une des plus grosses entreprises du CAC 40. Qu'est-ce que vous avez fait de cet argent que vous avez économisé? C'est personnel. Personnel? Mais est-ce que vous avez réinvesti dans l'économie, par exemple? Ah oui, oui, bien sûr. Mais où, par exemple? Non, ça, je m'arrête là. Bon. Ouais. Bah dis donc, pas très causant, les premiers de cordée. On ne sait pas ce qu'ils ont fait de leurs économies d'impôts, ni combien d'argent ils ont gagné grâce aux réformes de l'IFI ou du PFU. Pour avoir des réponses plus précises, il faut aller au cœur du pouvoir, au Sénat. Rencontrer le président de la Commission des finances, le sénateur PS, Vincent Eblé. À lui, Bercy ne peut rien refuser, ni opposer le fameux secret fiscal. Merci de me recevoir dans votre bureau. Il a donc demandé quel a été l'impact des réformes d'Emmanuel Macron pour les Français les plus riches. C'est ça, oui, c'est ça. Qu'il s'agisse de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, mais aussi du PFU, le prélèvement forfaitaire unique. Voici ce qu'il a obtenu. Une note confidentielle d'une 20aine de pages. Alors dans ce document, est-ce que Bercy vous a donné des chiffres précis sur l'impact des réformes? Oui, bien sûr.
par exemple, c'est très intéressant de voir que la combinaison de ces deux importantes réformes fiscales de l'année 2018 a produit pour les contribuables français les plus fortunés une économie individuelle sur l'année d'1 600 000 euros, ce qui évidemment est une somme importante. 1 600 000 euros d'économie d'impôts pour les 100 Français les plus riches. Oui, c'est ça. C'est une belle somme. On ne peut pas dire le contraire. Donc, je peux jeter un petit coup d'œil ? Alors c'est difficile parce que nous sommes tenus à un strict contrôle également du secret fiscal et du secret statistique. Donc ces informations, si nous pouvons les obtenir, nous ne pouvons pas les communiquer à la presse ou à tout un chacun. Elles restent secrètes. Mais là, justement, vous me l'avez rendu public, ce chiffre. Donc, oui, mais l'ensemble du document, la page concernée, vous voulez vraiment la voir, elle est ici. Oui. Le sénateur ne lâche rien. Regardez le signe de la main de son attaché parlementaire. Discret, mais efficace. Au moins la prendre dans les mains. C'est toujours non, du côté de l'attaché parlementaire. Mais juste pour regarder. Vous voulez quoi, la toucher? On retiendra donc ce chiffre. 160 millions d'euros d'économies d'impôts pour les 100 plus grosses fortunes françaises. Soit en moyenne 1 600 000 euros par contribuable. Rien que ça, les chiffres interpellent. Et comme ils viennent de Bercy, nous avons voulu les soumettre à celui qui a la haute main sur les deniers de l'État. Gérald Darmanin. Le son, c'est bon ? Le ministre de l'Action et des Comptes publics. Gérald Darmanin, merci de nous accueillir ici au ministère, à Bercy. Vous avez fait 2 réformes fiscales emblématiques en début de quinquennat, la transformation de l'ISF en IFI et la mise en place du PFU, le prélèvement forfaitaire unique à 30% pour les revenus financiers. Pourquoi avez-vous fait ce choix ? On fait le choix à la fois de supprimer des cotisations sociales, de façon très importante, on redonne du pouvoir d'achat à nos concitoyens. On fait le choix de supprimer la taxe d'habitation, on redonne du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Et on supprime une partie de la taxation du capital, pas tout, une partie, qui est la transformation de l'ISF en IFI, et qui est effectivement le PFU, parce qu'on veut marcher sur nos 2 jambes, à la fois donner du pouvoir d'achat à nos concitoyens, en même temps relancer l'économie en rémunérant mieux le risque que la rente. Mais moi, je voudrais vous parler du président de la Commission des finances du Sénat, Vincent Eblé, que vous connaissez forcément très bien. Il a fait un petit calcul à partir des chiffres de Bercy pour l'année 2018 concernant vos réformes de l'IFI et du PFU. Et pour lui, c'est très clair, c'est 160 millions d'euros d'impôts en moins à payer pour les 100 plus grandes fortunes françaises. Donc ça fait 1,6 million d'euros d'économie en moyenne pour chaque foyer fiscal concerné. Est-ce que vous pensez vraiment que ces 100 plus grandes fortunes françaises avaient besoin de ces économies d'impôts-là ? C'est avec des raisonnements comme celui de Monsieur le Président de la Commission des finances du Sénat, avec qui je travaille correctement. Il y a un raisonnement très socialiste, qu'on est un pays où avec à la fois beaucoup de chômage, peu de croissance et qui a été décroché au niveau européen et mondial. Mais attendez, ça c'est factuel, c'est économique. Moi, il y a 2 sujets, madame. Moi, soit on considère qu'il faut que les riches soient plus pauvres, soit on considère que les pauvres soient plus riches. Et moi, je considère, depuis que je fais de la politique, qu'il faut que les pauvres soient plus riches. Et je dirais, en regardant les choses, est-ce que le chômage a baissé depuis 2 ans ? Mais là, c'est les riches beaucoup plus riches quand même. Pardonnez-moi, parce que 1,6 million d'euros d'économie en moyenne pour chaque foyer fiscal, lorsqu'il s'agit des 100 fortunes les plus élevées de France, on se dit, bon, ils n'en ont pas forcément besoin. Je le dis d'autant plus, encore une fois, que moi, je ne paye pas l'impôt sur la fortune. Je ne suis pas du tout conflicté dans cette histoire. Non, mais vous êtes ministre du budget, donc ça vous concerne. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas faire de l'idéologie fiscale. Vous dites, c'est de l'idéologie, c'est factuel. Ah, mais heureusement qu'il y a des riches qui mettent de l'argent dans l'économie française. Qu'ils mettent de l'argent dans l'économie française, c'est à voir, on en reparlera. C'est ma conviction. Mais moi, je vais vous répondre, si vous me permettez, que quand je vous dis qu'il y a 100 000 Français qui gagnent plus de 270 000 euros par an, ou qui ont plus de 3 millions de patrimoine, ils sont contrôlés fiscalement tout le temps. Tout le temps. Mais vous ne répondez pas à ma question. Mais si, je vous réponds qu'à la fois, moi, je pense que les gens qui ont de l'argent, il faut qu'ils investissent dans l'économie. Donc c'est normal de payer moins d'impôts. C'est pas normal de ne payer pas du tout d'impôts. Ils payent des impôts, évidemment. Et par ailleurs, ils sont toujours plus contrôlés que la moyenne des Français, bien évidemment, et ils payent toujours beaucoup plus d'impôts, évidemment, que la moyenne des Français.
Alors, moi, je voudrais qu'on regarde un graphique qui est très intéressant, qui est le dernier rapport de l'Institut des politiques publiques, qui vient tout juste de sortir. Et là, c'est l'impact de vos mesures fiscales sur le budget des ménages. À gauche, c'est-à-dire ici, les plus pauvres, et à droite, c'est-à-dire ici, ce long trait bleu qui est ici, les plus riches. Pour les 7% les plus pauvres, il n'y a quasiment pas de gains et même des pertes de pouvoir d'achat. Les Français qui sont vraiment gagnants après vos réformes fiscales, ce sont les 0,1% qui sont les plus riches. Regardez, c'est le trait bleu qui est ici le plus à droite et qui monte très haut. C'est un gain de 23 000 € par an. Et ça concerne 0,1% des contribuables. Ça concerne 30 000 ménages. Alors heureusement qu'on n'est pas le 1er avril pour votre émission, parce que je vous aurais dit franchement que là vous m'avez fait une bonne blague. Ah non. Là, d'abord, Ce graphique, ce n'est pas une blague. Il est tout récent et provient de l'IPP, l'Institut des politiques publiques. L'Institut a évalué l'impact de toutes les mesures fiscales mises en place par le gouvernement sur le revenu des ménages. En 2020, selon leurs prévisions, les 1% les plus pauvres vont perdre 49 centimes. La classe moyenne, elle, bénéficiera d'un gain qui pourra aller jusqu'à 1 303 €. Les 0,1% les plus riches gagneront 23 072 €. Là, d'abord, d'abord, si vous constatez, ce sont bien sûr, vous l'avez dit, les chiffres du PLF. C'est l'Institut des politiques publiques. Hein. Chacun pourra Donc dire. vous pensez que l'Institut des politiques publiques fait des blagues? En tout cas, votre graphique, en l'occurrence, c'est pas une blague. Il est assez rigolo. C'est une blague belge. Politique fiscale. C'est comme si Institut des politiques publiques. C'est comme si nous mélangions des concombres, des navets et des carottes. Et je vous dirais vraiment, il y a beaucoup de carottes. Pas du tout, ce sont tous des foyers français qui paient des impôts. Ou pas d'ailleurs. Tous les Français payent des impôts. Le premier impôt que l'on paye, c'est la cotisation. Impôt sur le revenu, pardonnez-moi. Ah non, mais c'est rien. 75 milliards d'euros, c'est l'impôt sur le revenu. Moi, ce que j'attends, c'est un commentaire sur ce graphique. Je vous dis que c'est une blague. Vous ne l'aimez pas, ce graphique? Mais si, mais je l'aime. Pourtant, il est factuel. Non, il démontre, je crois, une certaine idéologie qui montre qu'on comprend pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi on en est arrivé à la fois à faire fuir les gens qui voulaient mettre de l'argent dans les entreprises et créer de la richesse et faire baisser le chômage. On arrive à la fois à faire baisser le chômage et à baisser les impôts. C'est quand même une démonstration de la capacité du président de la République à transformer les choses et à baisser l'impôt comme jamais on l'a baissé pour les classes populaires et moyennes. Alors c'est le cas de la taxe d'habitation. Oui. 22 milliards d'euros, je sais que vous n'avez pas très envie d'en parler. Si, non, depuis tout à l'heure, vous n'avez pas très envie d'en parler. C'est la plus grande baisse d'impôts qui a été faite depuis la Révolution française. Avant de continuer de parler révolution, enfin révolution fiscale avec vous, monsieur le ministre, on vous quitte un instant. Pour évoquer une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron. Faire revenir les riches en France. La réforme de l'impôt sur la fortune a-t-elle donné envie aux exilés fiscaux de rentrer? Chaque été, c'est la sortie du numéro le plus vendu de l'année du magazine Challenge. Les 500 plus grandes fortunes françaises. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas qui sont les plus riches, mais ont-ils fait leur valise pour rentrer au pays? Et ça, Éric Tréguier le sait parfaitement. Depuis 24 ans, c'est lui qui réalise ce classement. Pour valider ses évaluations, il envoie ce questionnaire aux plus grandes fortunes. Bon, il y a un petit côté administratif dans tout ça, c'est qu'à chaque fois, il faut conserver des traces. Allons voir ce classement de plus près. Ces 500 plus grosses fortunes françaises, vous vous dites qu'elles vivent forcément en France. Eh ben non. Prenons les 50 premières, par exemple. 14 vivent à l'étranger et payent leurs impôts en Suisse, en Grande-Bretagne et même à Hawaï. Grâce aux journalistes, on a pu dresser un tableau des résidences fiscales des plus riches et comparer les changements d'adresse depuis les réformes d'Emmanuel Macron. Entre l'année dernière et cette année, est-ce qu'il y a des retours en France parmi vos grandes fortunes? Alors, moi, je peux vous assurer qu'on interroge chaque année à peu près 700 personnes. Je n'ai rencontré personne, justement, qui soit revenu en France. 0, 0, 0. Et c'est vrai que quand on est installé quelque part, quand on a fait, par exemple, de la Belgique, Bruxelles, son point d'ancrage avec sa famille, on a acheté une maison, et j'en connais beaucoup qui ont relancé des business là-bas, la plupart d'entre eux n'ont aucune envie de revenir. Et c'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien.
Et puis, pourtant, c'est là-dessus que misait Emmanuel Macron, justement, en faisant sa réforme fiscale. Oui, mais on part peut-être d'un mauvais postulat. Parce que vous imaginez que tous les riches sont là en train de pleurer en disant « j'ai plus la vue de la Tour Eiffel, j'ai envie absolument de rentrer ». Non, les gens se disent « très bien, la fiscalité française est revenue à peu près dans les clous nous concernant et donc peut-être que ça va tarir le flot de ceux qui partent. Par contre, pourquoi revenir en France puisqu'on est maintenant installé ailleurs ? C'est pas le bagne d'être à l'extérieur de la France. » Pour la pêche aux grosses fortunes, c'est raté. Mais est-ce que ça mord un peu plus avec les moins gros? Dans les quartiers chic de Paris, on va rencontrer celui qui les connaît très bien. Il connaît leur nom, il connaît leur adresse, il partage même leur intimité. Enfin, leur intimité fiscale. C'est normal. Il s'agit de leur avocat fiscaliste. Il est déjà 6 heures, donc... Je voulais juste regarder un peu tous vos trophées. Ah, mes trophées, ouais. C'est quoi tous ces trophées, en fait? Ah, ces trophées. Il en est fier, Marc Bornhauser. J'espère récupérer un trophée d'or. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour... Il faut juste être le meilleur. Les domaines où il essaye d'être le meilleur sont clairement affichés sur son site. La régularisation fiscale et l'optimisation fiscale. Ces sujets, nous, à Cash, on les connaît bien. Mais lui, visiblement, Cash connaît pas. Donc, il paraît... Alors, votre émission, je me suis un peu renseigné. Parfois, c'est un peu hard. Hein. C'est vrai que l'émission, elle a été un peu connue parce que c'est la première qui avait parlé, vous savez, des Panama Papers. Ah oui, les Panama Papers, ça nous a rapporté quelques clients qui sont venus nous voir. J'ai reçu une lettre du fisc. Finalement, c'était pas mal alors pour vous, Cash Investigation. C'est pas mal, oui. Ça m'a surtout permis de voir que la société familiale suisse était dans les Panama Papers. Ah bon? Alors, j'ai dit à mon père, c'est quoi ce bordel? Il dit, ouais, c'était à l'époque, on avait fait quelques belles opérations. Enfin bon, c'est les impôts suisses qui ont été fraudés. Ah, si c'est les impôts suisses... Très bien. Alors, lors de son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron, il a réformé profondément l'ISF. Alors, est-ce que justement, ça a fait rentrer vos clients? J'en ai qui sont revenus, effectivement. Les plus pressés sont revenus quasiment immédiatement. Le problème, c'est que le mouvement des Gilets jaunes a clairement refroidi les ardeurs. Et maintenant, ceux qui voulaient revenir attendent. Et nous nous démenons comme des beaux diables pour convaincre ceux qui voulaient revenir qu'il faut quand même revenir et ceux qui voulaient partir que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et alors, combien de personnes avez-vous contribué à faire rentrer en France? Alors, il y a des effets de seuil. Au début, c'est des petits ruisseaux et ça se transforme en grande rivière. Là, malheureusement, le mouvement s'est interrompu. On en était encore au stade du ruisseau, donc on a fait revenir quelques personnes. Quand vous dites quelques personnes, c'est combien? On peut chiffrer? Alors, il faut, moi, si je parle de mon cabinet, on va parler de moins d'une dizaine de personnes. Mais j'ai échangé avec mes confrères qui font la même chose que moi, qui eux aussi ont constaté exactement le même mouvement. Et puis, un arrêt depuis le début de l'année. Je crois que ce qui a vraiment fait basculer l'opinion de ces gens, c'est des inquiétudes politiques de la situation des Gilets jaunes. Je peux pas être plus précis. Vraiment, ça a refroidi les gens. Ce serait donc la faute des Gilets jaunes si les plus riches ne rentrent pas? À noter tout de même, en 2017, les riches sont moins partis de France que les années précédentes. C'est le plus faible nombre de départs depuis 2005. Merci. Et justement, ceux qui ne sont pas partis, Emmanuel Macron a-t-il eu raison de leur faire confiance? Vous, parmi vos clients, est-ce que vous savez où est-ce qu'ils ont investi l'argent qu'ils ont économisé en payant moins d'impôts? Ils n'ont pas financé les start-up. Dans ce sens-là, ils n'ont pas réinvesti dans l'économie productive. Par contre, ils ont consommé. Ils ont changé de voiture, ils sont partis en vacances, ils ont fait des travaux qui différaient depuis des années. Enfin, ils ont consommé, oui, ils ont consommé massivement. Et j'ai tout à fait vu des gens qui ont arrêté d'être radins. Mais arrêter d'être radin, c'était pas ça l'idée d'Emmanuel Macron?
La condition pour ne plus être à l'ISF, c'est d'investir dans l'économie française. Mais si vous décidez de multiplier les villas, de vous acheter des voitures de luxe, on vous demande un peu de solidarité. Vous comptez sur leur bonne volonté. Je crois à cela. Le président croit en la bonne volonté des plus riches. C'est certain. Ils vont réinvestir dans les entreprises les économies d'impôts dont ils ont bénéficié. Sauf que pour le moment, la réforme de l'impôt sur la fortune, c'est surtout une sacrée perte fiscale pour les comptes de l'État. C'est même le ministère de l'économie qui le reconnaît dans ce document. Le projet de loi de finances 2020. Voici les milliards d'euros perdus par le remplacement de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière en 2018, 2019, 2020. Et voilà le manque à gagner pour la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, le PFU. Si on additionne ces 3 années, c'est donc en tout 14,5 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État. Pourtant, pendant la campagne, Emmanuel Macron nous avait promis que ça ne coûterait rien, 0 €. Vous ne nous croyez pas ? Nous nous sommes plongés dans le programme électoral du candidat. Nous sommes allés voir sur le site internet d'En Marche. Ça tombe bien, il est toujours en ligne. Dans la rubrique Fiscalité, voici ce qu'il est écrit pour l'ISF. L'ISF représente un manque à gagner pour l'État de 2 milliards d'euros. Il sera financé par les recettes du nouveau prélèvement forfaitaire, PFU. Au total, la réforme de la fiscalité du capital se fera à coût nul. Comment l'équipe de campagne a-t-elle pu commettre une telle erreur ? On ne parle pas du L majuscule sur nul, non, mais de la promesse d'une réforme à coût nul, alors que Bercy prévoit sur 3 ans un trou de 14,5 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Nous avons analysé des documents confidentiels. Des courriels que se sont échangés les membres de l'équipe de campagne qui ont travaillé sur le programme fiscal du candidat Emmanuel Macron. Ces mails, ce sont les Macron Leaks. Des courriels rendus publics par des hackers pendant la présidentielle. Ces échanges, qui auraient dû rester secrets, vont nous éclairer sur les promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Tout commence à Bercy en 2016. Ce jour-là, Emmanuel Macron vit ses dernières heures de ministre de l'économie. Il livre un vibrant discours d'adieu. Bercy est une île formidable. J'ai été très fier d'y être avec vous. C'est une des îles essentielles de l'archipel que forme l'État. Mais je me devais de prendre la mer dans une embarcation résolument plus frêle, mais avec un cap et une volonté de prendre ce risque. Sauf que dans la vraie vie, Emmanuel Macron ne prend pas la mer seul. Dans son équipage, il embarque son second, son ancien directeur de cabinet et ses conseillers qui ont travaillé avec lui au ministère. À quai, il a une autre équipe officieuse qui, elle, reste sur l'île Bercy. Des hauts fonctionnaires de l'État qui vont travailler dans l'ombre pour le candidat. Pendant toute la durée de la campagne présidentielle, l'équipe d'En Marche et celle de Bercy vont s'envoyer des messages et des courriels jour et nuit. Ces courriels, justement, ce sont ceux-là que nous avons récupérés. Vous allez comprendre comment l'équipe de campagne a élaboré son programme fiscal à coût nul. Les fonctionnaires restés à Bercy planchent sur les 2 réformes fiscales majeures du candidat. L'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, et le PFU, le prélèvement forfaitaire unique. L'objectif à atteindre, ce fameux coût nul. Pour que ça marche, il y a des conditions. Voici ce qu'écrivent les hauts fonctionnaires de Bercy dans une note en 2016. L'instauration du PFU supposerait de supprimer l'essentiel des niches fiscalo-sociales en matière d'épargne. Vous saisissez ?
Pour financer cette réforme fiscale, l'équipe de Bercy propose de taxer davantage l'épargne des Français, comme le livret A et l'assurance vie. Le problème, c'est que ces placements sont très populaires. Alors au QG de campagne, ça coince. Dans l'équipe, l'un des plus proches d'Emmanuel Macron écrit « Je suis un peu inquiet de l'importance de la marge qu'on va afficher sur l'assurance vie. Passer de 23% à plus de 30% me semble difficile à afficher. Ça va être difficile à vendre. » Et oui, difficile à vendre dans une campagne électorale. Alors, l'épargne des Français, on n'y touche pas. Du coup, la réforme à coût nul, ça ne marche pas. C'est ce que révèle une note interne. Il manque 2 à 3 milliards d'euros par an. Conclusion, ça ne passe pas. Attention, attention, attention! Je te l'avais dit que ça passait pas? Je te l'avais dit? Pourtant, ce que va nous vendre l'équipe de campagne, c'est bien une réforme à coût nul. Comment ont-ils pu afficher une promesse qu'ils savaient intenable? On a contacté 2 économistes qui ont participé à l'élaboration du programme du président. Oui, bonjour. Dans le programme d'Emmanuel Macron, il était annoncé que la réforme de la fiscalité du capital, elle se ferait à coût nul. Pourquoi cette réforme, elle a été annoncée comme ça? Je veux dire, c'est quand même c'est pas un document scientifique, un programme électoral. Si vous dites tu fais une réforme et que c'est à coût nul, que les gens vous croient, c'est plus vendeur. Si vous dites voilà, mais ça va coûter au budget de l'État, il faudra trouver d'autres recettes, etc. Bon, alors c'est vrai que c'est vrai que dans le programme, je pense qu'on était, pour être honnête, un peu trop optimiste, mais c'est hyper difficile à faire comme calcul. Ça a été à la louche, très clairement, quand on fait ce genre de choses. À Aix-en-Provence, au grand rendez-vous renoué avec la confiance, un autre économiste a accepté de nous rencontrer. Je vais passer tout de suite la parole à Philippe Aghion. Et pas n'importe lequel, l'un des inspirateurs du programme du candidat Macron. Qu'est-ce qui nous permet de croire encore en l'avenir? Philippe Aghion est l'homme qui a conseillé au futur président de mettre en place le fameux PFU, le taux à 30% pour les revenus financiers. Il y a une réforme importante qui a été décidée pendant la campagne et mise en place depuis, c'est le PFU, le prélèvement forfaitaire unique. Oui. J'ai beaucoup poussé pour ça. Voilà. Vous-même, vous avez... Oui, moi-même, j'ai poussé pour ça. Vous étiez favorable? Moi-même, j'y étais favorable. Alors, à l'époque, il y a certains membres de l'équipe de campagne qui ont dit ce PFU, il faut le mettre en place, mais on supprime certaines niches fiscales. Voilà. Parce que c'est ce que je disais moi-même, c'est qu'il fallait le en même temps, et qu'il fallait qu'en même temps qu'on passait à l'impôt forfaitaire, eh bien, on mette à plat les niches fiscales pour voir celles qu'on garde, celles qu'on garde pas. Je ne dis pas qu'il faut les enlever, mais il y a toute une série de niches qu'il faut réexaminer. Mais à l'époque, ça n'a pas été retenu. Oui, pourquoi? je sais, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça méritait d'être examiné. Et que pense-t-il de la promesse d'une réforme à coût nul? Et là, à l'époque, il était annoncé que ce serait une réforme à coût nul. Il n'était pas annoncé qu'on allait perdre de l'argent. Oui, alors, ce que je dis souvent, il faut savoir perdre de l'argent pour en gagner, et il faut savoir perdre du temps pour en gagner. Mais en même temps, ce programme annonçait aussi que c'était un coût nul. Oui, d'accord, il annonce. Mais voilà, mais dans l'esprit, voilà, peut-être à la lettre. Vous savez, il y a l'esprit et la lettre. Et voilà, je crois que dans l'esprit, voilà, c'était ça la bonne idée quand même. Faire confiance aux plus riches. Moins taxés, ils allaient investir dans les entreprises et ce serait bon pour le pays. Mais pour l'économiste de l'OFCE, Pierre Madec, miser sur la confiance, ça ne vaut pas grand-chose. Eux considèrent que le PFU ou la mise en place de l'IFI vont transformer profondément les choix d'investissement des ménages. Or ça, c'est prouvé par aucune étude. On fait un pari qui est qu'ils vont réinvestir les milliards qu'on ne va pas leur prendre au titre de l'ISF, ils vont le réinvestir dans l'économie. Ça, c'est un pari qu'on prend parce qu'en face, il n'y a aucune garantie
que ces investissements-là se réalisent. Or, quand on fait de l'évaluation de politique publique, et notamment de coûts budgétaires, normalement, on ne prend pas en compte les comportements, parce que ça vous oblige à faire tout un tas d'hypothèses qui, potentiellement, seront balayées très vite par la réalité des faits. Pour vérifier la réalité des faits, le gouvernement s'engage dès 2017 à évaluer sa réforme fiscale. Mais la révolte des Gilets jaunes et les critiques sur le président des riches vont pousser Emmanuel Macron à faire une annonce. C'était lors d'une conférence de presse à l'Élysée au printemps dernier. Cette partie de la réforme, je juge de mon devoir de la défendre. Et elle relève du simple pragmatisme. Mais comme c'est une réforme pragmatique, elle sera évaluée en 2020 et nous regarderons son efficacité. Si elle n'est pas efficace, nous la corrigerons. Le président de la République promet de corriger la réforme si elle est inefficace. Mais est-on vraiment capable de l'évaluer? C'est France Stratégie qui est chargé de cette évaluation. Un organisme public rattaché à Matignon qui va s'appuyer sur un comité créé tout spécialement par le gouvernement. Même pour les 15 membres du comité, évaluer les réformes fiscales, ce n'est pas si simple. C'est ce que va nous confier l'un d'entre eux, mais anonymement, car ils ont interdiction de s'exprimer sur l'évaluation en cours. Est-ce une femme? Non. Est-ce qu'il a une barbe? Désolé. On ne vous en dira pas plus. Il a accepté de nous rencontrer, mais ne souhaite pas apparaître. Bonjour. On a donc reconstitué l'entretien. C'est son témoignage, mot pour mot. On ne pourra pas vraiment dire grand-chose, quoi. Peut-être qu'on pourra voir que les gens ont décidé de vendre je ne sais quoi, vendre de l'immobilier pour acheter des actions. Ça ne veut pas dire que ça aura un effet sur l'économie française, vous voyez. Est-ce que ça aura vraiment créé des jobs? Si vous achetez des actions, est-ce que ça va changer la face du monde? Il y a peu de chance. Ce sera pas facile de montrer quoi que ce soit. D'ailleurs, début octobre, le comité a rendu un premier rapport qui conclut: il faudra attendre le rapport 2021 pour pouvoir mener une analyse détaillée de l'évolution des revenus du capital. Avant de savoir si le gouvernement a eu raison ou pas de faire confiance aux plus riches, il va falloir être patient. En attendant, retournons voir le ministre de l'Action et des Comptes publics. France Stratégie, le Premier ministre a chargé d'évaluer la réforme, vient de publier son premier rapport. Et voilà ce qu'ils écrivent, c'est ici. Il faudra attendre 2021 pour pouvoir mener une analyse détaillée de l'évolution des revenus du capital. Donc il va falloir attendre encore 2 ans. On se dit que c'est un peu long quand même. Bon, de toute façon, la vraie évaluation, c'est l'élection présidentielle, où on verra est-ce que le président de la République il a baissé ou pas le chômage. Bon, aujourd'hui, on a créé 500 000 emplois depuis 2 ans. Je vous parle de l'évaluation, pas du chômage. Là, je vous parle de l'évaluation de la transformation de l'ISF en IFI et PFU. Moi, je ne crois pas que le coq chante le matin en faisant lever le soleil. Moi, je pense qu'il y a un lien entre ce qu'on fait et ce qu'on obtient. Si on a créé 500 000 emplois depuis 2 ans, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas été des idéologues fiscaux et qu'on a supprimé un impôt qui était contre l'emploi. Et que par ailleurs, on a créé un impôt contre l'emploi. Parce que dans un monde ouvert, quand vous avez à la fois la Belgique et la France, lorsque vous gagnez de l'argent, vous êtes plus taxé dans un endroit plutôt qu'un autre, vous avez tendance, c'est assez humain, à aller du côté de là où on paye moins d'impôts que là où on en paye plus. Donc là, vous êtes persuadé qu'en fait, en transformant l'ISF en IFI et en PFU, vous allez faire revenir de l'emploi. En gros, que les investisseurs vont revenir, c'est ça? Que les grosses fortunes vont réinvestir en France. Ce n'est pas une croyance, c'est un fait. C'est un fait que la France fait partie des 5 pays au monde où désormais les investisseurs étrangers viennent investir. Et c'est un fait que le chômage baisse continuellement depuis l'élection du président de la République. 500 000 emplois créés depuis 2 ans. C'est sûr que la fiscalité mise en place par le président de la République a contribué à la baisse du chômage.
Alors revenons sur la réforme de l'ISF. Le reproche qui a été fait au président de la République, en l'occurrence Emmanuel Macron, et au gouvernement, c'est d'avoir fait confiance aux plus riches. Pourquoi vous n'avez pas mis de conditions pour que ces grandes fortunes investissent vraiment dans l'économie française, notamment dans les entreprises françaises? Pourquoi il n'y a pas eu de conditions posées? Moi, je crois que la question mériterait d'être évaluée et que faudra-t-il peut-être demain, je dis peut-être demain, parce que c'est vraiment trop tôt pour en tirer des conclusions, se dire, on a eu raison et M. le Président de la République a eu le courage de supprimer un impôt idiot, mais on voit bien qu'il y a des résistances idéologiques extrêmement fortes, qui favorisaient le chômage, mais peut-être qu'on pourrait aller plus loin pour le fait qu'on est bien garant que ça va bien dans l'économie française. Vous avez des doutes? C'est normal, le doute fait partie de la vie. Bien sûr. Moi, je crois que c'est même plutôt bien de le reconnaître en politique. Moi, je crois que c'est une question qui se pose dans tout. Je suis a priori, comme tout le monde, moi je fais plutôt a priori confiance aux acteurs économiques. Et puis Ça suffit la confiance? Ah bah la confiance, ça crée quand même, ça crée le couple, ça crée la famille. Le couple, la famille. Vous vous écartez, monsieur Darmanin. Ça crée la nation, ça crée les relations de travail. Non mais vous ne pouvez pas commencer par dire on va mettre des verrous partout. Donc entre peu de contraintes et beaucoup de contraintes, il y a peut-être un juste milieu qui n'a pas été trouvé. C'est ce que vous dites. Je dis que ça fait partie de l'évaluation que propose le président de la République. L'objectif de votre réforme, c'était aussi de faire revenir en France les plus grandes fortunes qui avaient fui le pays. On est d'accord là-dessus. Ça, c'était très clairement établi et affirmé par le président de la République. Alors, je vais vous donner deux chiffres qui sont confidentiels, mais je vous les donne bien volontiers. Il y a eu, en 2014, il y avait 900 départs de contribuables qui partent à l'étranger. Et là, on était à peu près à 300 dans l'année 2017. Alors, c'est intéressant, parce qu'on regarde là, effectivement, il y a eu moins de départs. On voit que ça baisse. Notamment l'année 2017, si ça baisse, je crois qu'il y a eu une élection présidentielle. Non, mais ça, je vous parle des départs. Là, je vous parle de est-ce qu'il y a eu des retours. Et là, on se dit, non, dans les chiffres que nous constatons... Là, très clairement, pardonnez-moi, je vais juste au bout de ma question. Mais vraiment, je vais juste au bout de cette question. C'est-à-dire qu'un de vos objectifs, c'était le retour des grandes fortunes. Oui. On voit ce graphique et on se dit, non, le retour des grandes fortunes... Vous aurez constaté, parce que ça, c'est très intéressant. Donc, en 2017, on voit bien qu'il y a eu une diminution par 2, rien que dans l'année présidentielle. Ce qui sera intéressant, c'est de savoir 2018... 2019, 2020, parce qu'on aura supprimé, notamment à partir de l'année 2019, complètement l'impôt sur la fortune. Ce que je sais, c'est les gens qui sont rentrés, que quand vous verrez, quand vous m'interrogerez sans doute les prochains mois, si vous le souhaitez, il y aura une augmentation de retour. Et vous avez des chiffres? Et nous avons plus que doublé le revenu de l'impôt sur la fortune immobilière. Et donc nous avons beaucoup plus de contribuables, et ce sont des gens qui sont revenus. On sait en tout cas que ces réformes ont entraîné un trou dans le budget de l'État. Regardez, ça c'est le PLF, le projet de loi de finances. Pour l'ISF, c'est moins 3,2 milliards d'euros par an. Au total, si on regarde le projet de loi de finances 2020, c'est 14,5 milliards d'euros en moins sur 3 ans. On se dit que c'est donc une réforme qui coûte cher aux comptes publics et donc aux contribuables. Vous avez raison sur l'IFI. Sur l'IFI, c'est à peu près ça, entre 3 et 3,5 milliards d'euros. Donc vos chiffres, c'est-à-dire ceux du PLF, sont évidemment les bons. Un peu plus de 10 milliards sur le capital. Un peu plus de 10 milliards d'impôts en moins sur l'entreprise, un peu plus de 30 milliards de moins sur les ménages. D'accord, donc il n'y a pas de regret sur le fait que la suppression de l'ISF et la transformation en IFI et PFU vous privent, entre guillemets, de 14,5 milliards d'euros. C'est en plus. D'accord. Donc moi, ce qui m'étonne, très franchement, c'est que lors de la campagne d'Emmanuel Macron, on avait dit que cette réforme fiscale, la suppression de l'ISF, elle se ferait à coût nul. Il y a de l'argent qui rentre. Non, mais à coût nul. Et madame, là, en l'occurrence, on n'est pas à coût nul, moins 14,5 milliards d'euros. Non, mais vous n'arrivez pas à comprendre. Le président de la République, il n'est pas totalement abruti, on en est bien d'accord. Lorsqu'il fait un programme économique et qu'il dit que c'est à coût nul, on est bien d'accord qu'il y a des recettes en moins, quand vous baissez les impôts, et des recettes en plus. On ne baisse pas les impôts pour le plaisir de baisser les impôts, on baisse les impôts parce que ça relance la consommation. Quand on baisse la taxe d'habitation comme personne ne l'a jamais baissé, 22 milliards d'euros de moins de taxes d'habitation. Les Français, en tout cas ceux qui gagnent moins de 2500 euros, le constatent s'ils nous écoutent. Lorsqu'on baisse l'impôt sur le revenu, ils le verront à partir du mois de janvier, et que vous voyez qu'en supprimant l'impôt sur le capital, on arrive à créer 500 000 emplois en plus, je pense qu'on peut dire que c'est une politique économique qui réussit. Une histoire basée sur la confiance. On en a une autre à vous raconter. Et cette fois-ci, on a même un peu de recul pour l'évaluer. Cette histoire, c'est celle du CICE. En l'an 2012, la colère gronde dans les usines victimes de la mondialisation. Le symbole de la crise, ce sont les menaces de fermeture d'ArcelorMittal à Florange. Mais heureusement, le président François Hollande
a eu une idée pour aider les entreprises à résister à la concurrence internationale. Faire de la compétitivité et de l'emploi un seul et même combat. Ça commençait comme ça. Voilà ce que je propose. Pour que les Français le sachent bien. C'est un pacte de confiance. Pour que l'investissement soit préféré à la distribution de dividendes. Pour que l'emploi soit réalisé en France plutôt qu'ailleurs. Et pour que la richesse créée puisse être mieux répartie. Un pacte, c'est le donnant-donnant. Du donnant-donnant. En 6 ans, 100 milliards d'euros ont été donnés aux entreprises. 2 fois le budget annuel de l'éducation nationale. Voici ce que François Hollande avait en tête à l'époque. Crédit, impôt, compétitivité, emploi, CICE. Le but de François Hollande, c'est de créer des emplois. Pour ça, il offre un crédit d'impôt aux entreprises. Pour chaque employé payé moins de 3 000 € bruts par mois, elles peuvent déduire de leur impôt 6% du montant du salaire. Le coût du travail baisse, les entreprises sont donc plus compétitives et devraient embaucher davantage. A priori, c'est un cercle vertueux. Parmi les plus gros bénéficiaires du CICE, la SNCF, la Poste, Banque Populaire Caisse d'Épargne, Veolia, Thales. Et puis il y a Carrefour. 755 millions d'euros de crédit d'impôt depuis 2013. Une sacrée somme. Logique, c'est le premier employeur privé de France. Mais alors combien de salariés Carrefour a-t-il recruté grâce au CICE? Ça a dû embaucher à tout va. Par ici les CV. Eh bien, pas vraiment. Philippe Allard est amer. Ce magasinier est délégué syndical CGT. Il a tenu les comptes de tous les postes qui ont disparu dans le groupe. Depuis 1 an, c'est l'hécatombe chez Carrefour. Ils ont supprimé 2300 emplois via le plan de départ volontaire concernant les sièges, 1500 emplois de la proximité, des magasins. Ça, c'était pour l'année dernière, ça. Ça, c'était pour 2018. Et en 2019, ils s'apprêtent à supprimer 3000 emplois via la rupture conventionnelle collective, ce qui fait presque 7000 salariés. C'est honteux ce qui se passe en France. On n'est même plus dans la création, on est dans la sauvegarde des emplois, et même la sauvegarde des emplois, on n'a pas réussi. Philippe Allard nous emmène dans une grande surface près d'Avignon. Chez Carrefour, comme dans toute la grande distribution, le modèle de l'hypermarché est en crise. Ici, on est passé de 177 employés à 145 en moins d'1 an. Les effectifs vont encore baisser d'ici quelques mois. Une vingtaine de salariés devraient signer une rupture conventionnelle collective. Allez, on prend un chariot et c'est parti pour une visite avec une caméra discrète. Une fois dans le magasin, Philippe Allard note un premier changement. Le rayon high-tech a quasi disparu. Il y avait toute une partie entière qui était consacrée justement au Wi-Fi, à la télé, à tout cet univers-là, qui a été supprimé, avec 4 postes supprimés. Et maintenant, ça se résume donc à... Un pot de chagrin. Mais ce n'est pas tout. Philippe Allard nous conduit du côté des caisses. Avant, il y avait 24 caisses physiques. Ils en ont diminué de moitié. Il ne reste plus que 12. Et tout au fond, il y a 12 caisses automatiques. Voici les caisses automatiques flambant neuves qui ont remplacé les employés. Désormais, le caissier, c'est vous. Avez-vous scanné votre carte de fidélité? Ah mais regardez, il reste une vraie personne là-bas. Une hôtesse de caisse. Et vous étiez caissière avant ici? Ah oui, tout à fait. D'accord. Vous préférez être là ou à la caisse? Personnellement, je préfère être en caisse. Parce que là, il faut gérer beaucoup de caisses en même temps. Parce que là, ça fait 12 hôtesses en moins. S'il y aurait eu 12 caisses, il y aurait 12 hôtesses en plus. Mais si vous voulez pas, ces hôtesses de caisse? En fait, non, c'est des personnes qui partent à la retraite ne sont pas remplacées. Tout simplement. D'un côté, des postes supprimés, et de l'autre, des investissements pour transformer cet hypermarché
comme notamment les caisses automatiques. Et alors, vous savez ici combien ça a coûté la modernisation de ce carrefour? Oui, alors les infos qu'on a de la direction, c'est 1 200 000 euros. Bonjour. Ah oui, bonjour. Philippe Allard n'aura pas le temps de nous en dire plus. La sécurité du magasin nous a repérés. Vous êtes qui? Venez avec moi, alors on va faire appel au service de police. Au service de police? Oui, tout à fait. Bon, rassurez-vous, on n'a pas fini au poste. Mais il nous restait tout de même une dernière question. Est-ce que les caisses automatiques auraient été financées par le CICE? Ce serait un comble, non? Car avec le CICE, les entreprises ont le droit de financer à peu près tout ce qu'elles veulent. Investissement, recherche, innovation... Bref, tout est permis. Ah si, il y a tout de même 2 interdictions. On ne doit pas utiliser le CICE pour augmenter les dividendes ou la rémunération des dirigeants. Vous pensez, vous, que le CICE a contribué à financer les caisses automatiques? Je pense que, de toute façon, même s'il n'y avait pas eu le CICE, ils auraient mis les caisses automatiques. Sauf que le CICE a porté du cash à l'entreprise pour pouvoir le réaliser. Et vous avez une preuve de ça? Mais non, parce que tout est opaque à Carrefour. Ils nous donnent des documents où on peut rien vérifier. On a fait appel à des experts et ils ne savent pas. Pourtant, selon la loi, le comité d'entreprise est informé et consulté chaque année sur l'utilisation de ce crédit d'impôt. Les syndicats devraient donc être au courant. Mais François Hollande, quand il était président de la République, il avait promis qu'en vous donnant un droit de regard sur l'utilisation du CICE, c'était une façon de demander des contreparties aux entreprises. Ben, il se moque de nous, mais François Hollande, je ne sais pas s'il le pensait à l'époque, mais en tout cas, tout le monde s'est moqué de nous avec l'utilisation du CICE. 6 ans après l'instauration du CICE, Philippe Allard ne sait toujours pas à quoi ont servi les 755 millions d'euros de crédit d'impôt versés à Carrefour. Alors avec les autres syndicats, ils vont profiter d'un comité d'entreprise pour poser à nouveau la question qui fâche sur le CICE. L'un d'eux enregistre la réunion. On a une question. À quoi a servi le CICE dans les magasins Carrefour? A-t-il servi à la rénovation des magasins et à l'installation des caisses automatiques? Si oui, à quelle hauteur? On n'a pas le CICE à des dépenses. On n'a pas une comptabilité qui dit que le CICE permet de financer telle opération. Les 756 millions ne sont pas ventilés. Alors ce qu'on met en face, c'est ce qui est fait en matière effectivement de dépenses, d'investissement, de formation, de recrutement. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Nous aussi, nous avons sollicité Carrefour pour avoir plus de détails sur l'utilisation du CICE. Leur réponse tient en un courriel. Concernant les suppressions de postes, le groupe nous explique qu'elles ont toutes été couvertes par des plans qui ont fait l'objet d'accords majoritaires avec les organisations syndicales. Quant à l'utilisation du CICE, Carrefour écrit que ce crédit d'impôt a pour objet d'investir, d'améliorer la compétitivité des entreprises, de préserver l'emploi ou conquérir de nouveaux marchés. Voilà, c'est tout. Aucune info sur l'affectation du crédit d'impôt. Mais alors, qui peut vérifier tout ça si les syndicats et les journalistes n'y parviennent pas? Nos élus, censés contrôler l'argent public? Une parlementaire a bien essayé de comprendre comment est utilisé le CICE. Que permet-il de financer dans les entreprises qui en bénéficient? Mais elle a eu maille à partir pour trouver des infos. Eh ben voilà une bonne blague. Eh bien celle-là, non? À Saint-Pierre-des-Corps, nous allons rencontrer Madame le maire, Marie-France Beaufils. L'ancienne sénatrice communiste est l'auteur du rapport sur le CICE. Une mission qu'elle a eu bien du mal à mener, car la Direction générale des impôts lui a opposé le secret fiscal. Dans votre rapport, il n'y a pas d'exemple d'entreprise précis. Pourquoi? Vous avez vu qu'on est allé au maximum de ce que l'on pouvait dire. On a pu donner les tendances que cela nous permettait d'analyser, mais on ne peut pas dire, par exemple, telle et telle société a mal utilisé cette ressource.
Je ne peux pas connaître la situation particulière d'une entreprise. C'est couvert par ce que l'on appelle le secret fiscal. Mais ça veut dire que vous, même en tant qu'élu de la République, vous ne pouvez pas avoir accès aux données fiscales d'une entreprise qui bénéficie d'un crédit d'impôt, donc d'argent public. Non, je n'ai pas cette possibilité. Ça paraît quand même incroyable. Ça fait partie des difficultés que l'on rencontre aujourd'hui pour travailler sur ces questions-là. Pourtant, le CICE est devenu la niche fiscale qui coûte le plus cher à l'État. Si l'on regarde les chiffres de Bercy, le coût est passé de 11,8 milliards d'euros en 2013 à plus de 20 milliards en 2018. Mais la sénatrice a découvert que le fisc non plus ne pouvait pas faire grand-chose pour contrôler cet argent public. Alors, la note, je l'ai découverte. Elle a mis la main sur cette note de juillet 2013 de la Direction générale des impôts. Voici la consigne donnée aux inspecteurs du fisc sur le contrôle de l'utilisation du crédit d'impôt. La remise en cause du crédit d'impôt ne pourra être envisagée au seul motif qu'il a servi à accroître le montant des bénéfices distribués ou la rémunération des dirigeants. En langage fiscal, cela signifie que même si le CICE a servi à financer les dividendes ou la rémunération des patrons, eh bien les inspecteurs ne pourront pas redresser l'entreprise. Bref, même si les entreprises ne respectent pas la loi, le fisc ferme les yeux. C'est inouï. C'est pas acceptable, c'est pas admissible. Et tout cela parce que on considérait que ça pouvait être un frein à l'utilisation du CICE pour les entreprises qui pourraient en bénéficier. Or là, quelque part, puisque c'est un crédit d'impôt, c'est comme si c'était des fonds publics. Le CICE a-t-il au moins créé des emplois? Cette évaluation, c'est la mission de France Stratégie. Vous savez, l'organisme public qui mesure l'impact des réformes des différents gouvernements. France Stratégie a demandé à 2 groupes d'économistes d'estimer le nombre d'emplois créés ou sauvegardés entre 2013 et 2015. Voici leurs conclusions. Le comité retient un effet net qui serait proche de 100 000 emplois créés ou sauvegardés. On a décidé d'aller rencontrer l'une des équipes qui a travaillé pour France Stratégie. Au-delà du faible nombre d'emplois créés, ce professeur d'économie a surtout découvert que le CICE était passé dans les salaires. Mais attention, pas les salaires des ouvriers et des employés. Voyez, la courbe est plate et descend même légèrement. Mais dans les salaires des cadres, là, ça augmente clairement. Et donc, on en tire la conclusion que les entreprises, effectivement, ont partagé le CICE, le bénéfice du CICE, avec leurs salariés les plus qualifiés. Ça vous a surpris, ce résultat? Le fait que ce partage du bénéfice se fait avec les salariés qui, d'une certaine manière, ont le plus de pouvoir de négociation, c'est-à-dire les salariés les plus qualifiés, non, au regard finalement de ce qu'on sait de la théorie économique, ces résultats ne sont pas particulièrement surprenants. Donc ça veut dire que les entreprises qui ont touché du CICE ont plutôt privilégié l'augmentation des salaires des cadres plutôt que la création d'emplois. C'est ça. Cette étude s'arrête en 2015. Depuis, que s'est-il passé? Y a-t-il eu de nouvelles créations d'emplois grâce au CICE? France Stratégie a justement commandé une nouvelle étude. Mais à une autre équipe d'économistes qui travaille pour l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Ils ont examiné l'impact sur les entreprises qui bénéficient du CICE, mais aussi l'impact sur l'économie française. Les 20 milliards de crédits d'impôt. Car pour financer sa mesure fiscale, François Hollande a bien dû trouver de l'argent quelque part. Et pour un tiers par la TVA. Le coût du CICE, l'économiste Éric Heyer l'a intégré dans ses calculs. Il a découvert que depuis 2013, ce crédit d'impôt a bien créé des emplois,
mais il en a aussi détruit. Il y a un effet favorable, ça a permis de créer aux alentours de 260 000 emplois depuis la mise en place de ce CICE, c'est-à-dire depuis 2013. Le problème, c'est que ce CICE a dû être financé directement, et ce financement, c'est une hausse de TVA, une baisse des dépenses publiques, donc globalement une baisse du pouvoir d'achat des ménages. Et lorsque vous baissez le pouvoir d'achat des ménages, ces derniers consomment moins, donc il y a moins de demandes adressées aux entreprises, et donc les entreprises françaises ont besoin de moins de personnes. Là, on évalue aux alentours de 130 000 destructions d'emplois liées au financement. Donc 260 000 moins 130 000, on serait sur les ordres de grandeur de 130 000 créations nettes d'emplois liées à ce dispositif. Mais à l'époque, ça n'a pas été vraiment dit par le gouvernement, que finalement le financement du CICE pouvait en tant que tel détruire des emplois à terme. Je pense qu'effectivement, le gouvernement avait minimisé l'effet du financement, mais on peut aussi dire qu'il n'y avait pas d'autre choix, puisque l'alternative aurait été qu'il laisse filer les déficits et qu'il ne le finance pas par les ménages. Il ne pouvait pas le financer par les entreprises, on ne peut pas faire d'un côté un cadeau pour les entreprises et le reprendre tout de suite, donc ils étaient obligés de demander aux ménages de le faire. Bon, on se résume. Le CICE a coûté 100 milliards d'euros aux contribuables et il aurait créé 130 000 emplois en 6 ans. Beaucoup d'argent public pour un résultat qui paraît un peu maigre. Le moment est venu d'aller interroger celui qui l'a créé. Que pense François Hollande de sa mesure? A-t-il des regrets? Ok, on est bon. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Nous avons rendez-vous avec l'ancien président de la République. Ça fait exactement 6 ans que le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi, a été mis en place. C'était vraiment la mesure phare de votre début de quinquennat. Quel bilan vous en tirez aujourd'hui? En 2012, l'économie française, elle était en récession, elle était en très grande difficulté. Donc, il fallait une mesure qui soit dirigée vers les entreprises. Alors, j'ai inventé une mesure, le CICE, c'est-à-dire, en fait, une disposition fiscale qui n'engageait pas de fonds pour l'année 2013, Absolument. mais qui pouvait avoir un effet immédiat pour les entreprises. Et ensuite, elle a été pérennisée pendant 6 ans, et on peut en faire le bilan. Alors justement, quel bilan vous en faites de ce CICE 6 ans après? J'évalue à peu près à 300 000 emplois créés, et beaucoup d'entreprises, petites notamment, qui auraient sans doute disparu, fait faillite, s'il n'y avait pas eu le CICE. Donc vous dites 300 000 emplois créés par le CICE en 6 ans. C'est étonnant parce que vous avez donné un autre chiffre à des gilets jaunes que vous avez rencontrés. Je crois que c'était il y a 1 an dans l'Ardèche. L'échange a été filmé. Je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous avez dit à ce moment-là à ces gilets jaunes. Sur le CICE, si je peux me permettre d'essayer de voir ça, c'est que c'était quand même la promesse d'1 million d'emplois et qu'on est très Oh, on loin en a du fait, compte. on en a fait 700 000 sur les 3 dernières années. 700 000. Oui. Oui. On a créé 700 000 emplois dans les 3 dernières années de mon quinquennat. Ah non, mais lui, il parlait du CICE, Oui. le gilet Non, jaune. mais Là, lui, il vous reprend- interroge sur le Non, non. CICE. Lui, il reprend une promesse qui avait été faite par M. Gattaz, vous vous souvenez, sur le million d'emplois. Le million d'emplois. Mais il vous parle du CICE et, mais vous je lui dis- dites on a créé 700 000 Oui, emplois. on a C'est créé- quoi le bon chiffre? C'est 300 000, c'est 700 On 000? a créé 700 000 emplois Ouais. sur les 3 dernières années du quinquennat. Qu'est-ce qui relève de l'effet du CICE? Qu'est-ce qui relève d'autres mesures? Qu'est-ce qui relève de la conjoncture? C'est pas forcément facile de l'évaluer, mais le chiffre de 700 000, il est incontestable. Plus récemment, France Stratégie a commandé une nouvelle étude, cette fois à des économistes de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et ils affirment que c'est 130 000 emplois qui ont été créés entre 2013 et 2018. On est loin du compte. D'abord, je conteste le chiffre de 130 000. Ce qui compte... Qui est un chiffre d'économiste. Mais non, mais c'est pas... Le chiffre réel, la vérité, c'est pas ce que vont calculer les économistes, c'est le nombre d'emplois qui ont été créés. Il y en a eu 700 000 de plus. Alors, ce que vous êtes toujours, vous, aujourd'hui, satisfait du bilan du CICE, si on met en regard un chiffre de 100 milliards d'euros qui a été dépensé 20 milliards d'euros par an et un chiffre de 130 000 emplois nets créés. Il n'y a pas eu 130 000 emplois qui ont été créés, il y en a eu 700 000. Non, mais je vous parle que non, du mais moi, CICE. je ne parle pas que du CICE, je vous parle des 700 000.
Et dans les Pourquoi 700 vous ne voulez pas que parler du CICE? Parce que dans les 700 000, vous avez le CICE à un niveau sans doute bien supérieur à ce que dit l'OFCE, et puis vous avez d'autres facteurs. Comment vous pouvez mesurer l'effet d'une mesure par rapport à la vie d'une entreprise? C'est-à-dire, est-ce qu'une entreprise sans le CICE aurait continué à poursuivre son activité, aurait été... Ça, c'est inquantifiable. C'est inquantifiable, oui. Alors, je voudrais maintenant vous parler du contrôle du CICE. C'était très important pour vous. Vous avez vraiment eu des prises de position très claires là-dessus. Vous ne vouliez pas que la réforme soit détournée de son but premier, c'est-à-dire la création d'emplois et la compétitivité des entreprises. Est-ce que vous êtes sûr que ça a été le cas? Il y a toujours des possibilités d'abus. Mais si on craint les abus, on ne fait plus rien. Quand je crée le CICE, c'est en fonction de la masse salariale, 6%. C'est donc identifié dans les comptes des entreprises. Les syndicats peuvent dire « Qu'est-ce que vous avez fait de la ligne CICE ?» Les entreprises peuvent répondre « J'ai investi, j'ai embauché, j'ai amélioré ma compétitivité pour l'exportation. » Donc les syndicats ont la possibilité de contrôler, d'évaluer et de demander des comptes à l'entreprise. C'est très intéressant ce que vous nous dites, parce que nous, effectivement, on s'est retrouvés à interviewer des syndicalistes qui demandent des comptes très précis sur le CICE. Ils n'arrivent pas à les obtenir. Je vous donne un exemple très précis. Les syndicats de Carrefour se demandent si le CICE a servi à financer les caisses automatiques qui ont, de fait, entraîné des pertes d'emplois ou des non-remplacements de personnes qui sont parties à la retraite. Ils demandent cette information. D'abord, ils connaissent le montant du CICE dans l'entreprise, et c'est très important. Mais absolument pas les affectations. Attendez, ils ne le savaient pas, ou ils ne l'auraient jamais su si ça avait été une baisse de cotisation sociale. Ils peuvent dire qu'est-ce que vous en avez fait. Exactement, c'est ce ça qu'ils fait partie demandent. du dialogue social. Bah oui. Et donc, qu'est-ce que vous en avez fait? Et ils ne le savent pas. Et vous pouvez également dire à l'entreprise qu'est-ce que vous en avez fait. Et on n'a pas de réponse, et les syndicats n'ont pas de réponse. Alors, ça dépend de la force du dialogue social, mais on peut en avoir quand même une réponse globale. Oui, mais On peut regarder qu'est-ce qui a été fait en termes d'investissement, qu'est-ce qui a été fait en termes d'embauche, qu'est-ce qui a été fait en termes de salaire. Vous avez inscrit dans la réforme que l'argent du CICE ne devait absolument pas servir à augmenter les dividendes ou les rémunérations des dirigeants. Or, on est tombé sur une note de la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, et elle dit, en gros, le contraire, cette note de la DGFiP. Donc, je vous avoue qu'on a été extrêmement surpris. La remise en cause du crédit d'impôt ne pourra être envisagée au seul motif qu'il a servi à accroître le montant des bénéfices distribués ou la rémunération des dirigeants des entreprises concernées. Oui, mais c'est un service de Bercy qui publie ça. C'est tout à fait transparent, c'est connu, ça. Mais c'est contradictoire avec ce que vous dites. Non. Qu'est-ce que dit la DGFiP? Elle dit, il ne peut pas y avoir, de la part de l'État, parce qu'elle parle au nom de l'État, cette direction, on ne peut pas reprendre le CICE au prétexte qu'il aura servi à augmenter les bénéfices. D'accord, vous êtes en train de me dire donc que l'argent du CICE a été distribué sans aucun contrôle et sans aucune sanction. Il y a des contrôles, pas de sanctions, c'était prévu. Donc on peut une entreprise peut disposer de l'argent de CICE, en faire ce qu'elle veut, y compris augmenter des dividendes, y compris augmenter des rémunérations des dirigeants. Ce qu'elles n'ont pas fait d'ailleurs dans la très grande majorité, mais il n'y avait pas de sanctions. Donc c'est 100 milliards d'euros d'argent public, donc d'argent des contribuables, et se dire qu'il n'y a pas de contrôle et pas de sanctions, c'est difficilement audible. Mais qu'il n'y ait pas de contrôle, c'est pas vrai, puisque je vous dis que le contrôle, il se fait à l'intérieur de l'entreprise, et pas de sanctions, c'était le principe. Parce qu'à un moment, ça s'appelle la confiance. Cette confiance, vous ne la regrettez pas aujourd'hui? Mais quand on fait confiance, on peut être abusé, c'est arrivé. Pas simplement dans l'économie, on peut être abusé politiquement. Et vous considérez l'avoir été sur le CICE? Non, et certaines entreprises ont sans doute fait un usage qui n'était pas celui que j'aurais souhaité. C'était pas sans doute ce que l'économie attendait de ces entreprises. Mais pour l'essentiel, pour la très grande majorité des entreprises, et notamment les petites et les moyennes, le CICE a été bien utilisé. Et si on a pu avoir ce retour de la croissance, cette amélioration de nos résultats, c'est dû à cette politique. Et cette politique, elle était fondée justement sur ce contrat de confiance et sur le dialogue social. Désolé, Monsieur le Président. Nous allons interrompre quelques instants l'interview. Non, pas à cause de Phila et votre labrador, mais pour une devinette. Et non, ce n'est pas une blague. Comment les Français ont-ils en partie financé votre mesure phare? Allez, un indice.
Vous la payez à chaque fois que vous passez à la pompe. Elle a fait exploser le prix de votre carburant et le montant de votre facture. Vous avez deviné? La taxe carbone. Pourtant, lorsqu'elle a été décidée en 2012, cette taxe est passée inaperçue. Cette histoire, c'est la députée Delphine Batho qui nous la raconte. À l'époque, elle est ministre de l'écologie de François Hollande. L'idée de cette taxe, elle l'apprend lors d'un coup de fil de Matignon. Elle comprend très vite que la taxe carbone n'a rien à voir avec l'écologie. Je l'apprends un dimanche. Je suis en voiture et en fait, on me demande mon avis sur le fait de créer une taxe carbone, donc de créer la fiscalité écologique pour financer le CICE. En fait, on ne m'appelle pas pour l'arbitrage général, sur la création d'un CICE, etc. On m'appelle parce que pour le financer, on va devoir créer une fiscalité écologique. Finalement, pour vous, la taxe carbone était perçue vraiment comme l'instrument pour financer le CICE. En fait, elle n'est qu'un prétexte dans cette affaire. On aurait pu, je sais pas, appeler ça, je sais pas, la taxe sur les fenêtres. Il y aurait une taxe sur les fenêtres qui aurait financé le CICE. C'est-à-dire que dans l'histoire, l'écologie n'était qu'instrumentalisée. Et comment vous réagissez à ce moment-là? Je décide en fait d'ouvrir une bataille interne au gouvernement immédiatement. Donc je rédige dans la soirée une note au Premier ministre et au Président de la République. Je dis mais vous pouvez pas faire ça, c'est pas possible de créer une fiscalité écologique pour autre chose que l'écologie. Tôt ou tard, les Français le verront et se révolteront. La ministre a eu du nez. Mais ces mises en garde ne seront pas écoutées. Sous François Hollande, la taxe carbone voit donc le jour pour financer le CICE. Cette taxe est en grande partie payée par les automobilistes. De 7 € la tonne de CO2 en 2014, la taxe doit augmenter pour atteindre les 100 € en 2030. En 2016, elle rapporte déjà 3,8 milliards d'euros, dont 3 milliards financent le CICE. Aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner que les gens disent en fait, c'est pour nous faire les poches. Et c'est la vérité, c'est-à-dire que la taxe carbone, dans ces conditions-là, est la seule mesure écologique soutenue par Bercy. Bercy diminue par 2 les aides aux économies d'énergie. Bercy s'oppose à tout progrès de politique économique écologique, sauf le prélèvement d'un impôt supplémentaire, parce qu'en fait, il est détourné de son objet. C'est de faire financer aux ménages une aide aux entreprises. C'est un transfert de fiscalité, en fait. C'est vrai qu'une taxe écologique, payée par les Français, pour financer une mesure destinée aux entreprises, ça surprend. Retournons rue de Rivoli, dans le bureau de François Hollande. Je voudrais qu'on parle du financement de la mesure, parce que là aussi, c'est extrêmement intéressant. Pour financer le CICE, vous avez créé une nouvelle taxe qui résonne vraiment à l'oreille des Français, la taxe carbone. Cette taxe carbone a servi à financer le CICE à hauteur de 3 milliards d'euros en 2016. Une taxe écologique pour doper la compétitivité des entreprises. Est-ce que c'était votre idée? Parce qu'a priori, c'est plutôt étonnant. Mais c'est plutôt une bonne idée. C'était une idée très forte qui était portée depuis longtemps par des économistes et surtout par des écologistes, qui était de dire il faut absolument qu'on augmente les impôts qui détruisent la nature et que l'on diminue les impôts qui détruisent du travail. Mais alors comprenez que pour les automobilistes qui ont payé une partie de la taxe carbone et qui se sont retrouvés, eux, en tant que contribuables, à payer leur essence plus cher en payant la taxe carbone, ils se disent, attendez, c'est moi qui finance la compétitivité des entreprises. La taxe carbone, elle doit financer l'emploi, parce que c'est ça qui compte. Faire que la nature soit la plus respectée possible et le travail soit le plus encouragé possible. On fait en sorte de sauver la nature et en plus de favoriser l'emploi. Vous comprenez que les contribuables, monsieur, madame, tout le monde qui va faire son plein, ils ne soient pas forcément d'accord pour payer par la taxe carbone la compétitivité des entreprises. Mais c'est comme si vous disiez, mais est-ce que c'est bien normal que la taxe carbone finance l'éducation nationale? Ben oui, d'une certaine façon, heureusement que les impôts vont dans une caisse générale qui finance les dépenses d'intérêt général. Sauf que là, c'est pas pour l'éducation nationale, c'est pour les entreprises, donc c'est ça. C'est pas pour les entreprises, c'est pour l'emploi. Ne confondez pas.
C'est quand même pour la compétitivité des entreprises. Et s'il n'y a pas de compétitivité, il y a de l'emploi? Alors, votre ministre de l'écologie de l'époque, Delphine Batho, a dit avoir été mise devant le fait accompli, en fait, de voir une taxe écologique pour financer le CICE. On va écouter ensemble ce qu'elle disait et je vais évidemment vous demander votre réaction. C'est-à-dire que dans l'histoire, l'écologie n'était qu'instrumentalisée. Qu'est-ce que vous répondez à Delphine Batho qui dit que vous avez instrumentalisé l'écologie? Je lui réponds, pour la première fois, a été créée une fiscalité écologique en France. Et deuxièmement, le fait qu'on ait affecté cette fiscalité écologique à la création d'emplois, ce qui était quand même la première priorité de mon quinquennat, c'était logique. On aurait pu l'affecter. Pas pour elle, en tout cas. Je vous parle de moi. Oui. On aurait pu l'affecter à des mesures pour l'environnement. C'est un débat tout à fait légitime. Mais les dépenses pour l'environnement ont également, les dépenses publiques pour l'environnement, ont également progressé durant mon quinquennat. Parce que logiquement, on se dit que quand on crée une taxe écologique, c'est pour l'environnement, c'est pas pour la compétitivité. Si j'avais diminué les dépenses publiques pour l'environnement, ce reproche serait tout à fait pertinent. Mais dès lors que nous avons augmenté ce que nous avions à faire pour l'environnement dans le cadre budgétaire, la contribution carbone, d'une certaine façon, est allée aussi au budget de l'État. Eh bien, merci à vous. Merci à vous. Monsieur le Président. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci à vous. François Hollande a bien essayé de nous convaincre qu'elle était belle, son histoire de CICE. Mais il y en a un qui n'a pas du tout été convaincu. C'est son successeur, Emmanuel Macron. Il décide de le supprimer. Dès le début de sa campagne en 2016, son équipe s'est penchée sur le CICE. C'est ce que nous révèlent d'autres courriels confidentiels. Dans cette fiche écrite par un membre de l'équipe de Bercy, les effets du CICE sur l'économie sont jugés en deçà des attentes. Il propose de remplacer le CICE par un allègement des charges des entreprises. Mais ça va coûter cher à l'État. Car Emmanuel Macron choisit de cumuler l'ancienne et la nouvelle mesure pendant 1 an. En 2019, le problème, c'est qu'il y a un double coût. C'est-à-dire que, puisque c'est un crédit d'impôt, eh ben, en 2019, on paye ce qu'on doit au nom de 2018. Et puisque c'est maintenant une baisse de cotisation, on doit tout de suite cette transformation. Et donc, pour les finances publiques, c'est un coût de 20 milliards supplémentaires. Coût total, 40 milliards d'euros. C'est 2 fois plus cher pendant 1 an. Pour financer cette transition brutale, l'équipe de campagne a une solution. Mais oui, vous avez deviné, la fiscalité écologique. Seulement un membre de l'équipe s'inquiète. La récente introduction en catimini de la taxe carbone en France relève d'une méthode potentiellement dangereuse. La hausse des taux très ambitieuse inscrite dans la loi promet au gouvernement futur des conflits sociaux. Cette alerte, l'équipe de campagne ne l'écoute pas. L'un des membres va même préconiser d'aligner le prix du diesel sur celui de l'essence. Pas facile à vendre comme mesure, mais il a déjà trouvé un bon scénario. On pourra toujours raconter une histoire. Alignement sur la moyenne européenne de l'écart essence-diesel. Mais d'autres histoires peuvent se raconter, bien sûr. Dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement annonce donc l'alignement du prix du diesel sur l'essence d'ici 5 ans. Mais surtout, il augmente la taxe carbone. Reprenons la trajectoire de la taxe prévue sous François Hollande. Vous vous souvenez, celle qui passe de 7 à 100 € la tonne de CO2 en 2030. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, la même taxe monte plus haut, plus vite, pour un même objectif. Dès 2018, la taxe passe de 39 € à plus de 44 € la tonne de CO2. Plus de 5 € de différence qui vont se répercuter sur les prix à la pompe et provoquer la crise que l'on sait.
Depuis, l'augmentation de la taxe carbone a été suspendue. C'est pourtant sur elle que le gouvernement comptait en partie pour financer le double coût du CICE. Pour financer cette transformation du CICE en allègement de cotisations, vous avez, comme François Hollande, augmenté la fiscalité écologique, notamment avec une hausse de la taxe carbone. Pourquoi ce choix? Tout le monde était d'accord pour augmenter dans la campagne présidentielle la fiscalité écologique. Et la fiscalité écologique, comme ça paraît sympathique. Et puis dès qu'on voit qu'on augmente le prix du diesel ou de l'essence, c'est moins sympathique parce que c'est bien plus concret et qu'il y a plein de gens qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler. Mais oui. Donc ça, je crois, a été une erreur que de penser que les Français, quelle que soit la place sur le territoire national, soit n'avaient pas besoin de leur véhicule, soit pouvaient comprendre cette transformation écologique souhaitée. On a eu des débats importants, me semble-t-il, et la crise des Gilets jaunes est venue mettre fin à l'augmentation de cette taxe carbone. Vous avez mis fin à l'augmentation de la taxe carbone. La taxe carbone existe toujours. À l'époque, vous avez même décidé de l'augmenter encore plus fortement que le gouvernement précédent, la taxe carbone. En 2018, la taxe carbone devait monter à 39 € la tonne de CO2. Vous décidez de la passer à 44,60 €. Alors, je pense que c'est sur ce document-là. On va le regarder ensemble. Est-ce que c'est un regret? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites a posteriori, cette augmentation de la taxe carbone qu'on a décidée? C'était manifestement, effectivement, pas acceptable pour les Français. Je pense qu'ils l'ont montré. Mais parce que ça a été écrit. Il faut que j'aille au Parlement. OK. Faut répondre. Eh bien, merci, Monsieur Darmanin. Merci à infiniment. Merci à vous. Merci. Dommage que le temps file si vite. Il y a un dispositif fiscal dont on aurait bien aimé vous parler, Monsieur le Ministre. Il coûte des milliards d'euros chaque année aux caisses de l'État et il résiste à tous les changements politiques. Dans le temple de la fiscalité, il existe un trésor bien gardé. Que vous soyez un géant de l'aéronautique, un constructeur automobile, un mastodonte de l'industrie pharmaceutique ou une entreprise de nouvelles technologies, c'est un talisman censé apporter prospérité, emploi et innovation. On l'appelle le Crédit Impôt Recherche, le CIR pour les intimes. Cette relique a un don. Elle traverse toutes les zones de turbulence politique depuis 36 ans. Chaque gouvernement lui prête allégeance et quiconque le réformera sera maudit. Le crédit d'impôt recherche, qui est le dispositif fiscal le plus attractif au monde, nous le conserverons. Il n'est pas question que nous le changeons. Le crédit impôt recherche sera pérennisé dans ses formes actuelles. Le crédit impôt recherche est un pilier de notre politique d'innovation. Il n'est donc pas question de le remettre en cause. Pas touche au CIR. À en croire nos dirigeants politiques, ce serait un super moyen pour booster la recherche et le développement. La R&D pour les initiés. Prenons une entreprise. Elle investit dans la recherche en embauchant des chercheurs, en achetant du matériel. Jusqu'à 100 millions d'euros d'investissement, elle peut déduire 30% de cette somme de ses impôts. Une belle économie d'impôts et surtout un bon moyen de faire de l'optimisation fiscale. C'est en tout cas l'avis de Patrick Lemaire. Directeur de recherche au CNRS, il est aussi membre du collectif Science en Marche. Une association qui s'est donnée pour mission de défendre les emplois de chercheurs et qui a donc examiné le CIR à la loupe. Quelle est la principale critique que vous feriez aujourd'hui sur ce crédit d'impôt recherche? Qui ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour les entreprises. Si ça marchait, on verrait que les entreprises investissent de plus en plus dans la recherche. On verrait que la France remplit peu à peu ses cibles internationales qui sont d'avoir 3% de PIB investis dans la recherche. On en est à 2,25, contrairement à l'Allemagne, contrairement à la Scandinavie, au Japon, aux États-Unis. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, ce crédit d'impôt recherche, c'est 6,5 milliards
actuellement par an. Ouais. Est-ce que c'est vraiment de la recherche qui est faite? On pourrait s'attendre à ce qu'avec ces 6,5 milliards en plus, il y ait plus de personnel de recherche en proportion. Et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Donc, est-ce que ça veut dire que les entreprises requalifient des personnels qui n'étaient pas recherche avant vers des personnels de recherche? C'est-à-dire qu'en gros, les entreprises disent qu'elles font de la recherche, mais vous avez même des doutes sur le fait qu'elles fassent de la recherche? Il y a des entreprises qui utilisent de manière parfaitement vertueuse le crédit d'impôt recherche. Il y en a d'autres où probablement il se passe des choses bizarres. Si on regarde le nombre de chercheurs dans les entreprises, entre 2007 et 2008, brutalement, il a bondi. C'est quand même surprenant. C'est juste l'année où le crédit d'impôt recherche devenait attribué au nombre de chercheurs. Et vous dites qu'il y a des gens qui ont été reclassés, qui n'étaient pas chercheurs et qui brutalement sont devenus chercheurs? Qui deviennent chercheurs parce que ça permet de rentrer dans ce qui est éligible au crédit d'impôt recherche. Est-ce que pour autant, l'argent qui est dépensé, 6,5 milliards d'euros par an en France, c'est pas rien, est bien dépensé? À vous écouter, non? Alors, tout dépend de savoir ce qu'on appelle bien dépensé. Si le but est de dire aux entreprises la pression fiscale en France est élevée, avec ce crédit d'impôt recherche, il y a 25 000 entreprises qui vont avoir une pression fiscale moins forte, à ce moment-là, il est bien dépensé. Ce n'est pas à moi de critiquer que l'État veuille aider les entreprises globalement. Mais pour la moitié du montant, c'est utilisé comme une niche fiscale pour faire baisser la pression fiscale. Acceptons-le. Vous êtes en train de nous dire que c'est de l'hypocrisie? C'est de l'hypocrisie. De l'hypocrisie, diable. Monsieur le maire, vous y allez fort. Examinons cela de plus près. Le CIR pèse de plus en plus lourd sur les finances publiques. De 132 millions d'euros en 1983 à 4 milliards en 2008. Il atteindrait cette année les 6,5 milliards d'euros. Une inflation que la Cour des comptes dénonce dès 2013. Elle pointe le mécanisme de soutien fiscal à la recherche et développement des entreprises le plus généreux de l'OCDE, l'organisation qui rassemble une trentaine de pays développés. La Cour des comptes met aussi en garde sur une gestion lourde et des risques de fraude. Les sénateurs décident alors de s'intéresser à cette niche fiscale. Où vont les milliards versés chaque année aux entreprises pour les aider à innover? Le Sénat vient d'ouvrir une commission d'enquête parlementaire. En 2015, cette commission d'enquête est chargée de rédiger un rapport sur le crédit impôt recherche. Composée de 21 membres, elle réunit tous les partis politiques. Corinne Bouchoux est nommée vice-présidente de la commission. Elle est convaincue qu'elle va pouvoir mener sa mission à bien. Sauf qu'elle n'assistera jamais à la publication de ce rapport. C'est le moment de vous raconter l'invraisemblable histoire d'un rapport qui a fini broyé. Le rapport n'est pas sorti et donc au Sénat, ça doit être le seul qui s'est autodétruit par un vote solennel. Comment en est-on arrivé là ? Écoutez bien la suite du récit. Pendant 6 mois, les sénateurs vont auditionner des chercheurs, des experts, mais aussi des industriels. Comme Renault, qui va défendre le CIR, quitte à faire un léger chantage à l'emploi. La recherche et le développement comptent parmi les activités les plus faciles à délocaliser, car elles ne nécessitent au fond de ressources autres que l'intelligence et le talent des ingénieurs. Les industriels s'invitent aussi en coulisses. Et c'est le président de la commission, Francis Delattre, qui nous le révèle. On a mis du temps à le convaincre, mais visiblement, il semble content d'être là. Eh bien écoutez, il y a pire. Est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont venus vous voir pour vous dire « oui, c'est vraiment important pour nous », comment ça se passait? La commission d'enquête, dès lors qu'elle a été connue, ça n'a pas été des entreprises, c'était une avalanche. Les très grands industriels, les très grands, naturellement, ils ont passé par le président Larcher, en disant « attention », évidemment. Il y avait un enjeu, en fait. Hein. Ben, bien sûr. Parce que moi, je n'ai pas eu M. Gozn au téléphone, mais lui, il l'a eu. Enfin, il ne faut pas le dire, ça, mais... Monsieur qui? Gozn, enfin le patron de Renault. Ah oui, Ghosn, Carlos Ghosn. Ouais. Ben, Larcher m'a dit, tu passes me voir. Bon, je suis donc passé le voir.
Et naturellement, nous avons parlé de la commission. Et que nous étions bien d'accord que c'était un dispositif utile au pays, sa productivité, qu'il n'y avait pas de discussion là-dessus. Tous unis pour défendre le CIR. Et dès le début des auditions, Francis Delattre l'annonce haut et fort. Et ne craignez rien de la commission d'enquête. Elle est là pour assurer longue vie à ce dispositif. Les entreprises vont également trouver du soutien auprès du gouvernement de François Hollande. Christian Eckert est alors secrétaire d'État chargé du budget. Aujourd'hui, il n'est plus à Bercy, mais il a accepté de nous rencontrer chez lui, dans son petit village à côté de Metz. Et qu'est-ce que vous avez ramené de Bercy, vous, ici, là? Des dossiers secrets. Ça, c'est un mail que j'ai chouravé, que j'ai trouvé dans un tiroir. C'est le rapport de la police helvétique. Ce qui s'est passé, les montages qu'il faisait. Il a l'air d'en avoir, du dossier. Mais nous, ce qu'on est venu chercher, ce sont des infos sur le CIR. Qui sur le CIR? CIR, il n'y a pas de secret. Hein. Pas de secret, mais quand même des consignes. Pourquoi le crédit impôt recherche était aussi protégé? Pour une raison relativement simple. C'est que la France a une réputation d'imposer lourdement les entreprises. Mais la France, si j'ose dire, ça contrebalance ce premier élément, est réputée comme ayant un dispositif de crédit impôt recherche attractif et intéressant, on va dire favorable, certains peuvent penser trop favorable. Et donc, nous avions pris le parti, en tout cas, moi, c'est une consigne claire que j'avais du président de la République et de ses différents premiers ministres que j'ai pu côtoyer, c'était de ne pas toucher au crédit impôt recherche pour ne pas donner ce sentiment que cet élément d'attractivité pouvait être remis en cause. Gouvernement, Sénat, tout le monde est sur la même ligne. Mais c'est sans compter sur la rapporteuse de la commission d'enquête. C'est elle qui doit rédiger le rapport sur le CIR. La sénatrice, Brigitte Gonthier-Maurin, est bien décidée à enquêter sur un aspect particulier du dispositif. Il y a un sujet qu'on a très peu abordé, c'est la question de l'optimisation fiscale. Ah oui, l'optimisation fiscale. Les sénateurs avaient presque fini par l'oublier. Au bout de 6 mois d'audition, Brigitte Gonthier-Maurin boucle son rapport. Mais avant de le rendre public, elle doit recevoir l'approbation de la majorité de la commission. Corinne Bouchoux, la vice-présidente, est présente au moment du vote. Chaque sénatrice et chaque sénateur a devant lui, en fait, un exemplaire où chacun peut témoigner de son point de vue sur le rapport. Et là, je comprends très vite, après très peu d'interventions, que ça va être compliqué. Seuls 8 sénateurs votent pour. 10 votent contre. 3 s'abstiennent. Le rapport est rejeté. Les exemplaires de notre rapport sont partis à la broyeuse et donc sont réputés ne jamais avoir existé. Dans mon souvenir, on nous a aussi rappelé que le rapport étant censé ne pas avoir existé, si certains avaient gardé des extraits ou des vues de ce rapport, ils ne pouvaient pas en faire usage. En fait, le rapport, c'est comme s'il n'avait pas existé. Ça, c'est assez sidérant. Francis Delattre, qui a voté contre le rapport, affirme avoir été félicité par un ministre. Ce que je peux vous dire confidentiellement, mais vous pouvez le dire dans le machin, c'est que j'ai quand même reçu un télégramme d'un ministre de remerciement. Il s'appelait Emmanuel Macron. Vous l'avez gardé, le télégramme? Ah ben, il y a intérêt, oui, pour mes mémoires. Il y avait écrit quoi? Qui prenait connaissance de notre position sur le marché, que pour les entreprises, c'est une bonne nouvelle. Je vous en remercie. Vous pouvez le dire. Interrogé sur ce télégramme, Emmanuel Macron ne nous a pas répondu. En tous les cas, le torpillage
c'est fait dans les règles de l'art. Mais il y a un exemplaire qui a échappé à la broyeuse. Si, on vous l'assure. Et figurez-vous que nous l'avons récupéré. On ne vous dira pas comment. 4 ans après le fameux vote, nous allons enfin savoir pourquoi ce rapport a provoqué une telle bataille politique. Nous avons été un peu surpris. Le rapport ne parle pas de supprimer le CIR, non, simplement de le contrôler. La dépense fiscale est insuffisamment maîtrisée et sa gestion est perfectible. La rapporteuse pointe des faiblesses majeures lors du contrôle fiscal et en conclut que, dans les faits, le contrôle du CIR ne fonctionne pas bien. Je crois qu'on a retrouvé ce rapport. Je vais vous le montrer, vous allez me D'accord. dire si, selon vous, c'était celui-là. Est-ce que ça pouvait ressembler à ça? Alors, ça peut ressembler à ça. Alors, attendez, je vais regarder les intitulés. Ouais. Ouais, ça pourrait vraiment y ressembler. On vous le confirme, c'est bien le bon rapport. Voilà, c'est ça que nous on a découvert. Le maillon faible, en fait, c'était le contrôle. Donc, un système peu contrôlé est un système qui potentiellement peut susciter ou de l'optimisation ou de la fraude. Et je pense que c'est ça que montrait notre rapport. C'était ce en même temps où on montrait qu'à la fois le contrôle était faible, que le dispositif, il poussait lui-même à la fraude par son mode opératoire. On a réussi à en trouver un exemplaire. Je vous le montre? Il n'y en a pas 36, ça. Oui, il ressemble à ça, oui. Le rapport, quand on le lit, on a l'impression finalement que ce rapport, il vise à mieux encadrer le crédit impôt recherche, mais pas à le détruire, pas à le... Et du coup, on a du mal à comprendre pourquoi il n'est pas sorti. Enfin, dès lors que vous disiez que c'est un système qui permet de détourner l'argent public, vous n'avez pas le conserver. Monsieur Delattre, elle pointe un risque majeur de dérapage de la part des grandes entreprises. Vous ne partagez pas ce constat? Absolument pas. Tout ça, c'est de l'a priori. Bien sûr, monsieur Delattre. Tous ces risques de dérapage, c'est de l'a priori. En poursuivant notre enquête, nous découvrons qu'il y avait non seulement le CIR, mais aussi le super CIR. De l'optimisation fiscale format XXL. Et ça, nous l'apprenons grâce à ce courriel reçu en janvier dernier. Une lettre adressée au Parquet national financier, l'institution qui traque la grande délinquance financière. Soupçons de fraude fiscale, absence de contrôle, irrégularité, escroquerie intellectuelle et scientifique, détournement de fonds publics. Celui qui est visé dans cette lettre, c'est Système X. C'est ce qu'on appelle un IRT, un institut de recherche technologique. Son but ? Permettre aux entreprises privées de travailler en collaboration avec la recherche publique. Ces entreprises, ce sont des fleurons de l'industrie. Renault, premier groupe automobile français, Alstom, l'un des géants du transport, DCNS, les sous-marins nucléaires d'attaque, Thales... en fait, on a reçu une petite pub avec. Ça sera plus simple pour vous expliquer. Regardez. Nous sommes aux côtés de ceux qui ont de grandes ambitions. Rendre le monde meilleur et plus sûr. Système X est situé à Saclay, en région parisienne. Cet institut de recherche technologique a été créé par l'État en 2012 pour doper la recherche dans les entreprises. 120 scientifiques de haut niveau y travaillent, sur des dossiers sensibles, défense, cybersécurité. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux sont à bout. Depuis le début de l'année, 30 salariés ont démissionné. L'un d'eux a accepté de nous parler à visage caché. Il est chercheur. Pourquoi vous avez accepté de témoigner aujourd'hui? Clairement, on est dans un système qui dérive complètement. Et on voit à travers toutes les démissions, il y a beaucoup de souffrance à l'IRT. Beaucoup de collaborateurs qui souffrent de la façon dont on les exploite, on les utilise. Clairement, en fait, les choses évoluent. C'est devenu un guichet à subvention. C'est-à-dire que, initialement, on était censé produire de la recherche. Et là,
On fournit juste de l'argent. À la fin, les industriels ne viennent chercher quasiment que ça. Selon le chercheur, l'IRT serait donc un guichet à subvention dont se serviraient des entreprises. Démonstration. Un groupe d'entreprises veut développer un projet à 1 million d'euros. Pour en réduire le coût, il va s'associer à l'IRT. Grâce à ce partenariat, l'État prend en charge la moitié. Le coût pour les entreprises tombe alors à 500 000 euros. Et ce n'est pas tout. Comme le projet est mené avec l'IRT, le crédit impôt recherche n'est pas de 30%, mais de 60%. Au final, les entreprises ne déboursent que 200 000 euros. Cette recherche privée coûtera en revanche à l'État 800 000 euros. Encore mieux que le super jackpot. Parce que là, vous gagnez à tous les coups. L'IRT a inventé la super machine à optimiser. En matière d'optimisation fiscale, en général, on préfère rester discret. On choisit plutôt le duché du Luxembourg que le plateau de Saclay dans l'Essonne. Avec l'IRT, c'est l'optimisation fiscale près de chez vous. C'est d'ailleurs comme ça que l'ancien directeur général adjoint, François Stéphan, vend son institut à de potentiels investisseurs. Il y a certes une mise de départ, mais à la fin, l'entreprise est forcément gagnante. Au final, ça coûte quand même à l'entreprise. Hein, ça lui demande d'investir sur ses fonds propres de R&D, mais c'est extrêmement optimisé. Extrêmement optimisé, d'accord. Mais est-ce que l'IRT permet de développer plus de recherche dans les entreprises? Voyons ça de plus près chez Renault. Avec l'IRT, Renault imagine l'automobile du futur. Et notamment la sécurisation de la voiture autonome pour éviter qu'on puisse la pirater. Sauf que pour certains chercheurs de l'IRT, l'un de ces projets serait du vent. Cet ingénieur de l'IRT préfère garder l'anonymat. Cela fait plusieurs mois qu'il est affecté à ce projet Renault. Et lui aussi, comme la voiture, il s'est senti très autonome. Quand vous travaillez sur ce projet-là, normalement, vous travaillez pour Renault, avec Renault. Oui. Et est-ce que ça s'est passé comme ça? Non. Non. Ils ne s'investissent absolument pas. On leur demande des informations. Alors, la réponse est qu'ils n'en ont pas à nous en donner. Concrètement, par exemple, on n'a pas d'informations sur les véhicules, on n'a pas d'informations sur les infrastructures qui vont être mises en œuvre. Et est-ce que vous avez réussi à mener à bien votre mission? Absolument pas, non. Absolument pas. Dans ces conditions, il fait quoi, le chercheur de l'IRT? On est obligé d'inventer. Comme on a été embauché en tant que chercheur avec des hauts niveaux d'études, des doctorats, on est capable justement de produire toutes ces justifications. On est capable de construire un discours argumenté qui ne tient sur rien. Le chercheur rédige tout un tas de rapports. Mais à quoi peuvent-ils bien servir? En fait, pour bénéficier du crédit impôt recherche, il faut prouver qu'on fait de la recherche. Ça sert à justifier l'argent qu'on demande en fait aux autorités. Et l'argent du contribuable finalement. Ça veut dire qu'on a le tampon qui dit que c'est bien de la recherche et que les crédits peuvent être débloqués. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, je passe mon temps à faire du bullshit pour justifier les dépenses publiques. Évidemment, nous avons demandé des interviews à l'IRT et à Renault. Ils nous ont répondu par courriel. Allez lire, tout va bien. Pour Système X, les partenaires coopèrent de manière constructive et en bonne intelligence au projet. Renault précise, l'IRT Système X apporte son expertise en fournissant spécifications et recommandations de ce système complet de transport autonome. Et du côté de ceux qui sont censés contrôler ces montages,
Comment ça se passe? C'est la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, qui est chargée de vérifier ces dispositifs. Nous avons rencontré l'un de ses agents. Soumis au devoir de réserve, il s'exprime anonymement sur ses difficultés à contrôler le CIR. Il y a un véritable problème dans la vérification du crédit impôt recherche dans l'administration fiscale, c'est un problème de compétence. On nous demande d'aller vérifier de la recherche sur le nucléaire, sur de la médecine. Je suis incapable de savoir que ce qu'on me fournit est réel ou pas. La seule chose, c'est que je puisse le transmettre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Sauf que c'est un tout petit service avec très peu de personnes. Sollicité, le ministère de l'Enseignement supérieur confirme que le service compte 11 personnes à temps plein et affirme disposer d'un vivier de 600 experts extérieurs pour contrôler les recherches. Au total, le ministère a contribué à la réalisation de près de 800 expertises en 2018. Cela semble peu au regard des 24 000 dossiers de crédit impôt recherche déposés chaque année par les entreprises. Cette faiblesse des contrôles, c'est bien ce qui choque certains scientifiques. Nous retrouvons Patrick Lemaire, le directeur de recherche au CNRS. On a d'un côté la recherche, la R&D privée, qui n'a rien à justifier, qui va avoir 6,5 milliards d'euros. De l'autre, la recherche publique, où on passe toute une partie de notre temps de recherche à chercher de l'argent et à le justifier. Le crédit impôt recherche, vous nous dites en gros qu'il bénéficie de 6,5 milliards d'euros quasiment sans justification et que de l'autre, vous, chercheurs publics, vous passez un temps infini à trouver des crédits. À les justifier et à les utiliser. Mais parce que l'image qu'on peut avoir de la recherche publique, c'est que les chercheurs font ce qu'ils veulent dans leur coin, sans rendre de compte à leur autorité de tutelle. Est-ce que c'est le cas ou alors pas du tout? Non, c'est totalement faux, ça. On rend des comptes constamment. Je vais rendre des comptes tous les ans avec un compte-rendu d'activité. Chaque chercheur doit faire ça. Tous les 2 ans, il va falloir qu'on écrive un document qui détaille plus ce que l'on a fait pendant ces 2 ans. Ouais. Et puis tous les 4 ans, il va falloir qu'on fasse un long document qui va détailler tout ce qu'on a fait pendant les 4 ans. Donc ça veut dire que vous êtes très contrôlé. Et puis tous les 5 ans, c'est tout le laboratoire qui va être contrôlé. Donc ça veut dire que chaque denier de l'argent public qui vous est attribué est contrôlé ensuite. Il est complètement contrôlé. Mais est-ce que ça vous choque pas qu'il y ait justement, quand vous voyez ces sommes d'argent, encore une fois 6,5 milliards d'euros par an donnés au crédit d'impôt recherche, qu'une partie de cette somme n'aille pas à la recherche publique? Ça fait maintenant 20 ans que la France s'est engagée à dépenser 1% de son produit intérieur brut en recherche publique. On reste à 0,8, ça ne change pas. Il manque 4,5 milliards d'euros par an pour que la France ne fasse que simplement satisfaire ses engagements internationaux. 4,5 milliards d'euros par an, ça semble énorme, mais c'est pas tant que ça. C'est 2 fois le budget des clubs de foot de Ligue 1. Je veux dire, l'État peut trouver cet argent. Après, s'ils veulent investir 6,5 milliards d'euros dans la R&D privée, dans la recherche et développement privé, qu'ils le fassent avec des mesures qui sont efficaces, qui sont expertisées et qui prennent en compte les résultats des expertises. Avec le crédit impôt recherche, est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics ont favorisé la recherche privée par rapport à la recherche publique? Le problème n'est pas tellement que l'État veuille stimuler la recherche privée. Il est dans son rôle, à mon avis. Le problème, c'est qu'il le fait de manière idéologique, en ignorant les différentes expertises qui sont faites et qui disent c'est quand même pas un mécanisme qui marche bien. Donc vous voulez dire que l'État n'entend pas les critiques vis-à-vis d'un dispositif fiscal qui pourrait être efficace mais qui aujourd'hui ne l'est pas? Actuellement, ce qu'il en ressort, c'est que 10 ans après le changement de crédit d'impôt recherche qui fait qu'il est passé de 2 milliards en 2007 à 6,5 milliards maintenant, il n'y a rien qui permet d'être totalement convaincu. Si vous voulez, en recherche publique... Il n'y a rien qui justifie cette augmentation aussi énorme de crédit. Si en recherche publique, on donnait aussi peu d'arguments que ce que l'on fait est utile, nos crédits seraient totalement coupés. Là, non. Parce qu'il y a un a priori qui est idéologique sur ce crédit d'impôt recherche. La confiance, on vous dit. Tellement importante en économie qu'elle guiderait les grandes réformes fiscales. Et tant pis si cela coûte des milliards d'euros au budget de l'État. Pour des résultats parfois
discutable. C'est la fin de ce numéro inédit de Cache Investigation. Vous pouvez nous retrouver en replay sur le site et sur l'application de France Info, rubrique Magazine. Et si vous n'êtes pas encore rassasié, restez avec nous pour la rediffusion de notre enquête sur les semences. Multinationale hold-up sur nos fruits et légumes. C'est un film de Linda Bendali. Excellente fin de soirée sur France 2. Merci. Bonsoir.